Mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi, Big 500. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non? Like Tupac say, fuck the world. Il faut le dire. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy, rappeur, punchliner, entrepreneur, philanthrope. Et ça, c'est le plus important chez nous. L'homme que l'on nomme Seth Gecko. Take a seat, Ego. Comment va le chairman? Aïe, 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 au top, mon frangin. Je me demande pourquoi ça fait aussi longtemps que j'ai pas fait ton émission, t'as vu? Tu gardes le meilleur pour la fin. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir, mon frère. Le 9-5. Absolument, c'est très important. Comment va? Ça va très bien. C'est vrai? Ouais. On va discuter aujourd'hui. Ça, tu le sais bien. Bon, Je suis prêt. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? C'est la tradition ici. Alors actuellement, on va dire, il y a deux Seth Gecko. Il y a celui que je pense que ceux qui regardent ton émission doivent connaître. Aujourd'hui, j'aime me présenter comme un passionné de rap qui fait du rap uniquement pour son amour, ni pour l'argent, ni pour la fame. Je suis quelqu'un qui essaie de créer des emplois en ouvrant des business pour donner du travail donner la possibilité à des fans d'ouvrir des commerces Barlow Burger. C'est une autre manière de la continuité entre artistes et fans, si on puisse dire, mais je dirais que j'ai des écuyers plus que des fans. Je me présente, comme tu as dit, un jeune entrepreneur, quelqu'un en quête de paix, de spiritualité, plus que... c'est l'âge qui veut ça, hein. Mais je me cherche dans la spiritualité. Je suis à la quête du troisième œil, en tout cas de le décalcifier. Voilà comment je me présenterai, Seth Gecko, le fils à sa mère surtout. Très important. Très belle présentation. Et j'en profite pour la saluer au passage. Alors, on va mettre les pleins phares sur Saint-Ouen-l'Aumône déjà. Parle-moi de ta jeunesse. Il était comment le jeune Seth? Marrant, un vanneur, le plus gros vanneur du Tchékar. Bon. C'était ça, moi, ils n'avaient pas peur de se battre avec moi. Moi, mes armes, c'était les vannes. C'était dans mon viseur. Pah! Et tu vois, du coup, ça aussi, c'est un petit lien, parce que c'est ce qui m'a permis aussi d'être un bon punchliner et de pas avoir peur de prendre la parole devant un auditoire. Tu sais, là, quand t'es au Tchékar posé sur... ça fait un peu cliché de dire ça, mais quand j'étais posé dans là où on habite et tout, c'est des regroupements de jeunes. Chacun doit se démarquer. Il y a celui qui était super fort à la bagarre, l'autre qui était fort au foot, l'autre qui avait réussi, qui est bon dans les études. Moi, ça dépend où tu te situes dans la jeunesse, bien sûr. Mais moi, j'étais Après, mon côté blanc franchouillard en cité me permettait, moi, de dire des bêtises que les autres ne pouvaient pas dire, parce que beaucoup de musulmans, bien que pas pratiquant forcément, les autres du quartier, tu sais. On était des neugeux, il n'y avait pas encore cette grosse vague et on faisait pas de différence, en tout cas, mais on savait il y en a qui avaient de la pudeur, on va dire, religieuse, de par leurs parents. Et non, moi, j'étais celui qui disait quand même tu chattes à longueur de journée, qui faisait gaulerie tout le monde, et il se permettait de rire aux blagues de Nico. Voilà, Nico, voilà, c'est ça, un bout en train, une petite crapule, quoi, un petit escroc, un petit roublard. Et cité du Parc Le Nôtre, 95, 310, Saint-Ouen-l'Aumône. On est resté là-bas beaucoup, très longtemps. Je crois que je vais décaniller de mon Tchékar quand je vais partir vivre en Thaïlande, quoi. Mais après, même quand je vais revenir après 10 ans, je vais me réinstaller à Saint-Ouen-l'Aumône, à 2 minutes de là où j'ai grandi. Mais là, je me suis un peu délocalisé un petit peu plus loin, mais on est toujours dans le secteur 9-5. C'est important, ça. Très important. Parce que comme je suis parti longtemps, je suis revenu et j'ai eu un nouveau souffle tu sais, nul n'est prophète dans son pays. Du coup,
Tu sais, ça amène des problèmes à tous les petits jeunes, souvent, quand ils popent dans leur cité, dans leur carrière et tout. Tu peux avoir des ennemis, des jaloux, des gens, tu sais, de la convoitise, des gens qui pensent que soit t'as de l'argent, qui veulent te niquer dans ton ascension pour pas que, justement, ils veulent te couper les ailes, quoi. Et que tu puisses shiner comme tu devrais. Et du coup, le fait de partir, bah, ça a fait le processus de la starification américaine. Tu pouvais pas voir cette Gex, il était en Thaïlande, tu vois. Donc, du coup, quand je suis revenu un peu je vais pas dire en roi, parce que je suis pas le roi, mais, tu vois, je suis revenu en conquérant, bien. Je suis revenu et j'ai eu les applaudissements. Tu vois. Pour moi, c'était quelque chose de me voir dans la ville, puisque sinon, quand tu évolues dans ta ville, bah, t'es personne, puisque les gens te connaissent quand t'étais la graine, du départ. Je Exact. sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais C'est limpide. C'est très Voilà. limpide. Alors, je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit que tu étais un gros chambreur. ouais. Mais tu sais, comme j'aime le dire, ici, on a reçu pas mal d'humoristes, pas mal de gens super marrants. Je leur dis, quand t'es marrant en cité, C'était le plus dur à faire après. Hein. oui, déjà, c'est clair, mais il fallait te battre ou il fallait courir vite. Ouais. Toi, t'étais dans quelle configuration, toi? Non, moi, j'étais trop. Ils voulaient pas me laisser tranquille. Bouclier de protection, bouclier réflecteur de lumière. Et c'est lui, faut pas. J'avais pas besoin de dire une blague et partir en courant. Non, j'étais un assassin parce que j'étais drôle en plus. C'était pas. Même le mec qui se faisait charrier, il en pouvait plus, frère. Il disait, vas-y, j'en ai marre, je vais plus le voir celui-là. Parce que je l'amenais toujours, c'était pas avec de la méchanceté. Moi, j'amène pas. Je suis pas du style à faire du mal foncièrement aux gens, tu sais. C'est plus l'esprit de la vanne. Et justement, c'est gagner les applaudissements que j'aime bien. C'est très bien. Là, ça revient souvent. En tout cas, C'est une besoin de reconnaissance, tu préfères. En tout cas, j'ai l'impression que tu étais très apprécié dans ton coin et ça, on va le retenir. Alors, toi, tu disais dans les interviews que le papa n'était pas là. La maman, Ouais. qui s'est principalement occupée de vous. Comment c'était à la maison? Parce que tu sais, comme j'aime le dire également, le papa fait office d'autorité au sein du foyer généralement, tu vois. bien La sûr. maman, elle, quand elle t'attrape, c'est généralement par les sentiments, tu vois. Ah ouais. Bah, moi, je suis un enfant qui a été fait, comme mes parents ils sont séparés, j'ai été l'enfant pansement un petit peu. Tu sais, celui qui est là pour combler peut-être le manque du divorce ou d'autres histoires intrafamiliales. Je suis le dernier, je suis le cadet d'une famille. Et du coup, le tiers interdicteur que doit apporter le père, c'est mes grands frères, parce qu'il y a des grosses différences d'âge entre moi et mes frères. Ils avaient 16, 15, 16, 17. Donc, quand je suis né, avec des grands frères qui ont fait ce rôle-là. Mais jamais grondé de manière. C'est des grands frères, quoi. En fait, j'étais leur petit chouchou, j'étais le petit chouchou de la famille, moi. Moi, je pouvais chier dans une assiette que ma mère, elle aurait dit amen, tu vois. Parce que j'étais le petit dernier, Nicolas, fallait pas le toucher. Moi, j'étais le petit chouchou de la MIFA, de par mes frères et tout. Je dis ce que j'ai dit, c'est une expression de ma mère. Hein. Je me permettrai pas, pour ceux qui peuvent crier au blasphème, puisqu'on n'a plus le droit de rien dire. Et voilà ce qu'elle disait. Elle disait, Nicolas, il faisait ce qu'il veut. Hein. Il aurait pu monter sur la table et chier dessus. Alors applaudit ma mère. Tu sais, je suis sa vedette et encore plus, ça se perpétue. Tu vois, là, elle me regarde elle est âgée, ma maman, elle a 84 ans. Donc, du coup, là, elle me regarde sur Snapchat et elle me dit, des fois, je mets des cœurs. Elle regarde mes stories, elle met des cœurs. Je dis, putain, le jour où j'ai même plus ce petit cœur-là, il vaut plus que tous les virements que peuvent te faire ta SACEM ou tous ces trucs-là. Tu sais, ça se tient à peu de choses, en fait. La richesse qu'on a, c'est parce que ce qui aurait gravé sur ton épitaphe de ta tombe, quoi. Et t'es une personne, généreuse, simple et tout ça, l'argent, ça ne l'achète pas, ça. En tout cas, c'est bien parce qu'à chaque fois que tu parles d'elle, t'es toujours élogieux, toujours aimant, toujours. C'est la meilleure, madame. Comme ta maman, c'est la meilleure, on est tous. Exact. Tu sais, même la maman cafard trouve son bébé beau, frère. Nous, on voit ça comme de la vermine. Et même la maman du cafard, elle le trouve beau, son petit, tu vois. Donc voilà, c'est le rapport. Mais moi, je suis quand même le lien fusionnel du petit dernier avec sa maman. Elle aurait même pu pas me féminiser, mais me rendre beaucoup plus émotionnel, un peu plus, tu sais, justement, pas débrouillard, parce que tout mis la cuillère dans la bouche. Mais voilà, le manque d'argent a fait que j'ai dû me débrouiller, parce qu'on n'était pas. C'est une femme en invalidité qui m'a eu à 40 ans. Donc ça on va dire que ça facilite pas les choses. Donc quand j'ai voulu avoir des choses, j'ai dû me les procurer seul. Très bien. Alors, parle-moi de Saint-Ouen-l'Aumône dans les années 90, les années 2000. À quoi ressemblait cette commune déjà? J'ai envie de te dire, il y avait beaucoup de rebeux quand même, des villes rebeux.
En tant que moi, je te dis mon point de vue de jeune, hein, Bien sûr. des jeunes de mon truc et tout, de ma génération. Par rapport à l'immigration, comment ça a changé? Parce qu'après, la ville, il y aura beaucoup plus il y aura d'autres familles qui vont faire, ce sera plus une ville Renoir aujourd'hui. Il y aura plus de Renoir. Mais moi, j'ai grandi, j'ai évolué avec les rebeux, donc ça va s'impacter dans ma musique, beaucoup, des mots et tout. Je vais voir des potes de mon âge à 15-16 ans découvrir l'islam et se plonger dedans à fond, donc me le transmettre parce que moi aussi j'étais en quête de savoir et pas de père, pas de figure qui m'apprend à qui j'ai envie de ressembler, donc je voulais ressembler aux grands de chez moi qui étaient les boss de fin de jeu en fait. C'était eux qui étaient respectés, c'était le grand mes modèles, c'est pas venu de chez moi, j'ai pas grandi avec mon daron pour me dire ouais je veux la même voiture de sport que mon père, ou mon père ça, il a voulu m'inscrire au foot, donc j'ai voulu, moi ce que je voyais c'était par rapport à mon cadre, mon environnement. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir un hall d'entrée avec différentes ethnies. Donc, il y avait des gens, des Portugais, des Antillais, plusieurs familles de rebeux, Algérie, Kabylie, Maroc, beaucoup de Polonais aussi. Tu vois, en fait, quand je te parle de ça, c'est toutes les immigrations qu'il y a eu et qui se retrouvaient chez nous. Et du coup, ça m'a appris, moi, j'étais un enfant du monde un peu. J'allais de famille en famille un peu gratter des plats pour manger, mec. C'est comme ça que j'ai fait le tour du monde avec ma bouche. Et en termes de musique, le hip-hop, comment tu l'as découvert, toi? C'est alors ouais. Alors, on va revenir sur ça. J'ai la chance d'avoir des grands frères qui écoutent du Peura, quand même. Donc moi, je suis un petit ovni je suis en avance sur tout le monde parce que moi, je découvre vraiment le rap avec Rap Attitude, le premier maxi Le Monde de Demain de NTM, ce qui est un mini CD tout petit. J'avais le maxi Traître de Ministère Amer, donc j'avais tout ça. Et très peu étaient ceux qui écoutaient du rap aussi au collège. Moi, je me rappelle, je crois en 6e, j'écoutais Body Count, le groupe de Ice-T, Cop Killer. Ok. En fait, moi, c'est un peu ils ont passé par différentes étapes, mes refs. Ils ont écouté du punk français, du rock alternatif français, du punk français, qui a donné un peu qui a laissé sa place dans les années 80 au rap, le début du rap, quoi. C'était des boîtes à rythme et un peu un message véhiculé, c'est la jeunesse en mer, le Front National des Berruriers Noirs. C'est un peu ce qui est reparti un peu chez NTM, c'est un peu les mêmes mouvances, on va dire. Les mêmes idées politiques, finalement. Du vivre ensemble, le partager, d'être contre la droite de Jean-Marie Le Pen de l'époque, des bavures policières qu'il y avait, c'était ça. Et ça, l'État assassine pour Malikou Sekine, toutes les bavures policières qu'il y a eu, de assassins, c'est les mêmes discours qu'ils retrouvaient dans le punk. Donc, oui, ce sont des gens qui ont écouté du punk, j'ai écouté, je connais tout ça bien, punk, rock alternatif, puis rap, le début du rap. Et c'est moi qui prends le relais, donc je suis un petit peu en avance quand je vais même, je parle de ça. J'allais en classe de neige, donc j'étais en CM2. Et j'avais un baladeur, moi j'écoutais du Peura, j'étais tout seul sur ma planète, en fait. Personne n'écoutait du Peura. Et après, après j'ai tout écouté ce qui s'est sorti, mais pour revenir un peu, j'ai traîné un peu avec des Congolais, c'est eux qui connaissaient bien le Peura aussi, parce qu'il y a tout le ménage à trois, qui ont été des rappeurs, qui ont mis... moi j'ai écouté de mon côté le rap jusqu'à Minister Hammer chez nous, Stomy, Passy, 9-5 et tout ça. Et un petit peu après, quand il y a eu les mixtapes de Cut Killer avec celle de Ménage à 3, celle de Lunatic et tout, là, j'ai eu une oreille qui s'est penchée vers un autre Peura, le courant du M13, tu vois que je parle, les JT, les jumeaux, Monsieur R et tout. Et ça, c'était la chance d'avoir des potes congolais, parce que c'était les seuls avec qui je pouvais m'emboîter, qui écoutaient du Peura, parce que là, eux, ça leur mettait une musique et qui était différente du rap, que les rebeux de ma cité, des grands de chez moi, quand ils écoutaient, ils aimaient bien les Flammes du Mal de Passy, Foot, le Dawa, Niké, la Hala. Ils aimaient bien la FF, donc ils ont ramené un peu le côté, les rebeux de chez moi, mais ils ont ramené un peu la FF, ce côté un peu plus du sud. Parce qu'eux, ils étaient plus funk aussi, donc dans DJ Gel et Pone, ils mettaient des prods un peu sonorité. Il y avait la BO de Taxi à cette époque-là, qui était sortie. Donc c'était ce rap-là qu'ils écoutaient eux plus. Mais je pense que c'était NTM, on citait... les rebelles, ils aimaient bien NTM, chez moi en tout cas. Donc ça, j'avais de quoi trouver mon petit truc et d'écouter, moi, tout le rap dans toutes ses branches. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a différents types de rap et moi, j'ai eu accès à tout, en fait. Donc j'ai écouté le Peura de cette manière-là. Il est rentré dans ma vie comme ça, mais par la porte de mes grands frères qui étaient là. J'avais la chance d'être le petit dernier, ils me faisaient écouter cette musique. Justement, que les parents, il ne fallait pas qu'ils écoutent. Et aujourd'hui, c'est ouf parce que c'est les parents, ils sont plus chez... Bon, déjà, moi, je suis un parent
qui écoute du Peura, qu'elle connaît bien, mais je veux dire que les nouveaux parents, maintenant, il y a du rap qui est devenu une musique mainstream et populaire, qui fait que tout le monde l'écoute. C'est la musique numéro 1 la plus écoutée. Après, il y a rap et rap, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis resté dans ce carcan du rap que j'ai écouté plus jeune, qui m'a marqué au fer rouge, quoi, qui m'a tamponné. Si aujourd'hui j'ai réussi à faire quelque chose dans le Peura, c'est parce que je connais ma discipline depuis son début et de tout. Et ce qui pourrait me fragiliser ou qui pourrait me chagriner, me turlupiner, pour ceux qui entravent à ce que j'aspire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se plongent dans le rap, qui réussissent dedans et sans connaître cette discipline. Alors, tu sais, moi, je pensais qu'il fallait pour être le meilleur, fallait tout connaître son truc sur le bout des doigts. Et maintenant, il y a une nouvelle manière d'aborder des gens qui se plongent dans des trucs. C'est devenu trop pop et trop mainstream, du coup, parce que les gens se lancent dans ça, en font leur métier, mais il n'y a pas l'héritage, il n'y a pas la lignée, il n'y a pas cette transmission. Tu vois, aujourd'hui, moi, je peux pas refuser un feat. Et je m'en excuse des fois où, après un souci de temps, je l'ai pas fait. Mais les grands, tous les mecs que j'ai écoutés, que ce soit Roca, que ce soit Assassin, ça va être Timide et sans complexe, Doudou Masta, tout. À un moment donné, dans ma carrière, je veux rapper avec eux, échanger avec eux, leur rendre ce que j'ai pu leur prendre, parce que mon rap, finalement, n'est qu'un buvard de tout ce que j'ai aimé, mais j'ai eu l'originalité d'en faire ma sauce à moi. Mais tout le monde doit quelque chose à d'autres, à ces anciens qui nous ont transmis ce truc-là. Moi, j'ai réussi à mettre le côté un peu rock, franchouillard de mon héritage à moi, de ma famille, de mon sang et de ce que je vivais chez moi. J'ai eu l'héritage cité. Il y a aussi après le fait que au collège, tous les enfants il n'y a pas de riches ou de pauvres, on est tous au collège, on est tous ensemble. Donc voilà, mais à l'époque, les gens, les Antillais, ils écoutaient du zouk, les Rebeux, ils écoutaient du rail, les Blancs, ils écoutaient de la dance, ou c'était des hardos, on les appelait. Il n'y avait pas de rap, on était 3% dans le collège à écouter du Peura. Maintenant, il y a 3% de gens dans les collèges qui n'en écoutent pas. Mais moi, j'étais un ovni, tu vois. Bien que Ace of Base et tous ces trucs-là qui sont sortis, j'ai pu gaulerie dessus à l'époque de l'Eurodance et tout. Parce que voilà, j'étais un kid quand même, qui écoutait les trucs de merde des fois à la télé aussi, mais tu vois, la East 17 et tous les trucs qui passaient chez Charlie et Lulu, des fois on matait, parce qu'on attendait le côté rap du truc. Mais tu vois bien, je te parle de ça. Pourquoi? Parce que toutes ces musiques des années 90, elles ont été samplées par les Quinri, ils en refont des putains de hits de ouf en allant chercher dans l'Eurodance. Là, c'est pas la techno, c'est l'Eurodance, la dance. On appelait ça de la dance, mec. Culture dance, ça s'appelait les compiles de dance, mec. Mais tu sais, je vais rebondir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire tu avais beaucoup de connexions avec des Renois, des Rebeux, etc. Mais moi, l'image que j'ai de toi très tôt, c'est que tu étais un fonceur et que t'attendais personne pour faire les choses. Ouais. Tu comprends? Moi, je me souviens, la première fois que je t'ai vu à l'écran, c'était un clip où t'étais tout seul, avec un survêt Lacoste jaune. Ouais. T'étais sur Paris. Le fameux. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait personne avec toi. Ouais. Et ça, c'est beau, ça. C'est parce que tu sais, généralement dans les cités, on attend que tout le groupuscule se mette à rapper pour rapper. Ah ouais. Ah non, j'étais seul tout, moi. J'allais tout seul avec mon train et j'ai eu la chance de rencontrer la team Néochrome et qui m'a donné la chance de m'exprimer avec des qualités, en fait. T'sais. Je crois que mon premier vrai 16 mesures, ça faisait même pas un 16 mesures, mon premier couplet, je l'ai enregistré dans le studio de Néochrome. Je veux dire, quand je suis venu, ce label-là, indépendant, qui est devenu une super école après de putain de lyricistes et tout, j'avais pas de chanson, moi. Quand je les ai rencontrés, je leur ai rappé comme ça à l'oreille. Ils ont dit, ouais, lui, on le ramène en studio et mon premier titre que je vais écrire, il va être sur une compile Néochrome, directement. Mais ils étaient surpris de dire, putain, t'as 17 ans, mec, tout seul, tu prends ton train. Et tu les as rencontrés où, sans te couper? À Gare du Nord. Dans un truc associatif, on s'est retrouvé à Génération je sais pas comment j'ai été parachuté un jour où j'étais au lycée, frère. Ça devait être en 97. On nous a dit, aujourd'hui, il faut pas aller à l'école. C'était un samedi matin. On avait école le samedi matin au lycée, je crois. Il nous dit, il faut pas aller en cours. Moi, il m'a dit, ouais, va pas en cours et tout. Il y a une émission, j'allais avec les mecs de ma ville. Et quelqu'un qui s'appelle Bob Sita. C'était un éducateur qui avait réussi à nous placer sur une compile qui s'appelait 99 degrés. Donc, c'était en 1999, je crois. Non, moi qui devait sortir en 99 et c'était, je me perds un peu dans les dates. Et du coup, j'ai rencontré comme ça, des mecs qui étaient sur la compile, ils disaient, mais nous on est à Paris, nous, vas-y, tu rappes bien et tout. Je sais même pas s'ils se moquaient de moi ou s'ils se faisaient un dîner de con ou quoi. Mais ils se sont dit, ce petit gars-là, il est à la fougue. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, j'ai toujours fait pour avoir un truc. Je me suis dit, là, si j'échange une veste et un polo à ce gars-là, qui a cette veste en cuir que je veux, tac, j'arrive à faire ça. Tac, tac. Et j'ai toujours combiné mes trucs. Et après, ça va être plus fort. Si j'achète un appartement, je vends une voiture, je rachète et je prends un autre truc. Aujourd'hui, ça m'a toujours servi. Mais j'ai toujours
eu ce que je voulais. Et aujourd'hui, je vois la loi de l'attraction, ces trucs-là, dans la spiritualité et tout, c'est que la pensée attire les choses. Avant de le voir aujourd'hui, dans les trucs de mindset, il faut écrire la liste des choses que vous voulez, pensez-y, et ces choses viendront à vous. Mais ça, je le faisais à 16 ans, personne ne me l'avait appris. J'ai dit, je veux un duffel coat McGregor, je veux 2 écharpes Burberry, le parapluie Burberry. Je me rappelle, c'est des trucs que j'ai écrits, ça, il me faut tel Sebago pour aller avec tel blouson Teddy All Driver. Et la veste jaune que j'ai dans 500 pas bon à Paris, c'est pas la Cosla jaune, c'est All Driver. C'est une marque de psychopathe qu'on mettait, nous, de ma génération. All Driver. Il y avait des Teddy qui ressemblent exactement à celui-ci avec des coudes en cuir. Là, c'est une veste d'été en satin qui ressemble beaucoup à j'avais un bootleg, un t-shirt italien, un faux Versace, mais d'Italie. Donc, nous, chez les Aéros, ils le mettaient beaucoup. Il y avait Mazatomo, Jean-Franco Ferré. Il y avait plein de marques en masse et j'avais réussi à toper Dolce Gabbana, mais c'était toujours le même t-shirt en brodé. Aujourd'hui, on appelle ça des bootlegs, en fait. C'est des faux, mais qui étaient prisés et recherchés de fou, qui n'ont jamais existé chez les vrais, tu vois. J'avais ce truc-là. J'avais déjà le 501, Gris-Souris et la AM1, frérot. Et les Tchékas, et les gens qui connaissent pas les Netlus, disaient, je dis, mais je suis con, moi, j'avais pas mis des verres des solaires sur mes Tchékas pour faire genre, mais non, moi, je mets des quartiers, c'est pour soigner mes problèmes de vue, tellement j'étais hoche dans les pessas. Mais je me revois maintenant, on dirait un lémurien albinos qui a des loupes à ses yeux, mais j'aurais dû mettre des solaires, putain, je suis con. J'avais pas la vision, j'avais des lunettes, mais j'avais pas la vision, mec. Mais c'était les quartiers, les must, pour ceux qui connaissent. Shout out à mon gars Funky Kalou. Aujourd'hui, je remets au goût du jour ta Purple Passion, frérot. La Fred America Cup, vert violet. Tiens, je me suis habillé en billet de 500 aujourd'hui, mon frérot. En tout cas, c'est bien parce que t'as le sourire quand tu repenses au passé, à l'époque où t'étais dans le grind. Ça, c'est très bien. Ouais, alors, ouais. J'ai toujours voulu me démarquer. Excuse-moi, je te coupe le Charman, je reviens sur ce truc-là. Pareil, au niveau des pessas, en fait, dans ma personnalité, et tu verras que tous les mecs que j'aime bien qui rappent, on est tous attirés par les belles lunettes, les sapes rares et les beaux lyrics, les rimes multisyllabiques et tout. Ça, c'est très important. Et on se reconnaît tous après avec l'âge et tout. Tous les mecs ont on se ressemble tous un peu, en toute humilité. Cet amour de la rime, il va au-delà de ça. À la manière de s'habiller, à la manière de se tenir, au hustle, tu vois ou pas? Et ça, c'était important pour nous de se démarquer. Déjà, moi, c'était impossible d'avoir les mêmes habits que les autres. C'était impossible d'avoir la même paire de lunettes qu'un autre gars. Il me fallait la mienne, mon modèle qui me va bien, mon truc. C'était impossible d'écrire une rime qui était déjà entendue. Il fallait se battre et aller fréquenter les meilleurs rimeurs pour voir lesquels ils allaient placer dans leur couplet. Dire, ah, ok, moi je les ai pas, j'en ai des nouvelles, je vous fais kiffer. Donc c'est du rap de kiffeur. On est des collectionneurs, tu vois ou pas? Et on est encore une petite poignée dans ce truc-là. Et aujourd'hui, je trouve que les gens ont perdu ce côté événement, tu sais. Quand je regardais des clips de Redman, de Wu-Tang, chaque apparition de Mobb Deep, Redman, je suis comme ça, hein, EPMD et tout. Mec, chaque apparition, ils avaient une tenue différente et on s'appelait tous le lendemain après qu'on ait regardé Yo MTV Rap. Sur la 13, à minuit, ça passait. Et sur la 19, il y avait Cinéma, ça passait les films de Huck. Il fallait passer de la 13 à la 19 pour pas se faire griller. Donc, on me surprenait en regardant les clips de rap sans son. J'ai mis, il est fou, cet enfant, qu'est-ce qu'il regarde? Mais moi, je zappais sur la 19 pour voir les bêtises et tout. Et le lendemain, on s'appelait. Je dis, mais t'as vu le cuir à Virex qu'il a mis avant que dans, je sais plus le clip, si c'était Hell on Earth ou Choke One. Je dis, mais c'est quoi ce zomblou de fou? Oh, mais t'as pas vu? Mais Fat Joe, il en a mis en bleu et beige dans son clip Success. Et tadana. Et putain, mec, c'était important pour un artiste de se démarquer par sa tenue, par son attitude, qu'il y ait des caractéristiques autres que juste la voix et sa manière d'écrire. Et aujourd'hui, ça s'est perdu, ça. Ça ça me fait chier comment on n'a pas réussi à transmettre ce truc-là. Aujourd'hui, ils veulent tous se ressembler. Tu vois? Les kids vont dire, ah, je veux ressembler à tel rappeur. Alors, tu peux t'en inspirer, mais faut pas recopier parce qu'après, ça fait des clones et ça perd de, ça, voilà. J'ai lâché mon truc, là, mon TGV, boum, et après, ils vont dire, que je carbure au Red Bull, pour les gens, les langues bien, mais pas du tout. Là, tu touches la corde sensible, c'est le rap, c'est ma passion, frère. Tu m'as dit, on reste 2 heures, je t'ai fait genre, ouais, non, les gars, on va rester 4 heures, t'es mort. Tu vas plus bouger d'ici, le Sherman. Ah ouais, tu vas prendre Sherman. Non, mais en tout cas, moi, je me régale, hein. Tu connais, quand Ouais. on parle de rap, de passion, etc., Ouais. c'est très bien. Et puis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu parles et t'as le sourire. Donc, ça, c'est magnifique. Alors, tu viens de dire que t'as rencontré Néochrome. D'accord? T'es parti chercher, en vérité, cette rencontre, hein, j'ai presque envie Bien de te sûr, je la dire. bouscule. Donc,
Parle-moi de la première rencontre, la première connexion avec eux. C'est fluide d'emblée? Je me rappelle comme si c'était hier. Je suis dans les escaliers de Génération et je parle à un autre groupe qui s'appelle Abalone, qui est le groupe qui est mis en avant sur Neochrome 2, la mixtape qui vient de sortir, donc qui sort en 99, et qui me disent, ouais, t'es tellement fort, viens dans mon quartier. J'allais traîner à PDG, place Philippe de Girard, où il y a le groupe Les Rois de la Sauce. C'était Kamini et Sidi Omar. Kameni, pas Kamini. Hein. C'est pour les gens qui connaissent le rap parisien, c'était truc. Et il y avait et les gars, Yoni et Loco, qui ont fait les mixtapes Neochrome, mais qui étaient vraiment les découvreurs de talent et ceux qui avaient... c'était vraiment... je rappais directement avec les meilleurs. Quand j'ai avec les meilleurs, c'était Salif et XS de Nizé, ça a été avec ATK, ça a été avec... dans ces mixtapes-là, il y avait... je sais pas, il y avait tous les bons rappeurs, Triptyque, il y avait les Sages-Po, il y avait tous ces rappeurs-là. Et dès le début, j'étais projeté là-dedans. Et de toute façon, comme moi, j'écoutais les meilleurs, je me suis dit, je peux pas déjà rapper. Ma première truc, c'était que si je rappe, je veux impressionner les mecs que j'écoute. C'était ça mon défi, en fait. Je voulais pas rapper pour être une star ou faire de l'argent avec du rap. C'était, mais faut que je les massacre. Je leur dire là, le petit Babtou, frère, quand je vais débiter, vous allez rien comprendre. Chez toi, dans ton coin, on t'a soutenu? Pas tant que ça. Ils auraient plus préféré, dans l'esprit de la chariade, de se dire, moins facile il y avait peut-être des mecs un peu moins bons qui faisaient de l'impro. En fait, comme ils n'étaient pas des gens qui connaissaient bien le rap, il aurait suffi qu'un petit gars de la cité, il vienne, il fasse une impro avec des mots tout pourris, ils auraient été plus fascinés. C'est pour ça, ma phrase, quand je dis rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Il aurait pu faire de la poudre aux yeux en faisant comme ça, un flow un peu toasté, presque. Il aurait plus impressionné que moi qui dis non, moi je chantais mes trucs avec plein de rimes complexes, entremêlés et tout, et ça c'était pour un public averti. J'ai oublié de citer Nak aussi, dans les gens proches de Neochrome à l'époque, il y avait les 10, l'avocato et l'indice. Ça c'était les gens que m'ont fait écouter les gars de Neochrome. Yoni en particulier me dit, Seth, regarde, écoute Salif, écoute Nak, écoute l'indice et l'avocato, et on parle d'un morceau qui s'appelle on se reverra ici, c'est un morceau sur la mort des darons. Avec Wallen, un morceau très connu de Nak et tout. On se retrouvera là-haut, je crois. Et il me dit, écoute, ces morceaux-là, La Tour 20 de Nak. Et Salif, c'était ses premiers morceaux avant que son album Tous Ensemble il sorte. Il me dit, mec, écoute, c'est ça, c'est deux qu'il faut t'inspirer et tu regarderas. Aujourd'hui, je ressemble pas du tout à ce qu'ils font. Par contre, il y a l'école de faire des belles rimes. Ça, c'était le minimum syndical pour entrer dans ce club de formation, si tu préfères. Alors, deux choses. Tu m'as dit que dans ton coin, on t'avait pas soutenu. Pas ouf. Comment t'étais? Parce que quand tu rappes... Ça m'a donné une force de fou. Parce que je dis, c'est pas grave, je vais aller sur Paris, là où les gens connaissent le Perin. Je vais tout casser quand je vais revenir et c'est vous qui êtes content en vacances. Dire, oh, putain, Saint-Olomone, la ville où il y a le rappeur, là, Seth Gecko. J'ai mis la ville sur la carte. Et c'est après qu'ils ont eu la fierté. Parce que eux, c'était plus de la fame et de la renommée qui aurait été plus sensible pour eux que ma qualité de rap au début. Parce que voilà, je reste un petit Babtou. C'est-à-dire que j'aurais pas été le chouchou d'emblée. Mais tu sais, il y a Medine qui est venu ici et qui nous disait plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que au Havre, les gens ne l'ont pas soutenu d'emblée. Et il a fallu qu'il ait le tampon de la communauté parisienne pour qu'il soit validé chez lui. Toi, c'est plus ou moins la même chose? C'est la même chose, ouais. D'accord. Mais, c'est-à-dire à 17, 18 ans, t'avais déjà ce recul où tu t'es dit, c'est pas grave, ils viendront plus tard. Ah ouais, non, mais c'est même pas eux que je voulais de façon chez Bro. C'est pas eux que ça m'intéressait pas de les convaincre, en fait. Je dis, c'est comme... ma mère, c'est mon plus gros soutien que je vais avoir parce que c'est pour elle que je fais tout ça. J'ai envie de lui apporter le dernier chapitre de sa vie. Qui sait, peut-être même je partirai avant et je lui souhaite pas pour pas la rendre malheureuse et que la vie doit suivre son cours et tout. Mais mon plus gros soutien, mais même ma mère au début, elle était plus à taper dans le mur, à dire arrête de faire du bruit avec tes copains et ta musique. Au début, c'est normal que j'étais plus un boucan, je mettais du rap fort, je poussais des cris de mongolien dans ma chambre. C'était dur qu'ils se disent il va en faire un métier. Parce que tant que tu rapportes pas d'argent avec ce truc-là, c'est dur que tu peux expliquer aux gens de ta famille, je suis un rappeur. Ouais, c'est bien, t'es un rappeur, mais tu veux plus aller au travail parce que t'es un rappeur. Mais il y a que l'argent qui parle, frérot. À un moment donné, quand tu dis, maman, je signe un contrat. Aujourd'hui, je gagne mon argent comme ça. Là, ils ont le déclic de se dire, ah ouais, d'accord, c'est un métier, ce truc-là, en fait. Ce dans quoi mon fils, et après, elle pourra témoigner de, ah oui, je me rappelle qu'il me faisait chier avec sa musique. Mais aujourd'hui, dans la voiture, c'est ma femme qui conduit.
Jamais de ma vie, j'ai mis un morceau de rap. Jamais, j'emmerde personne. En fait, ça m'a bridé, ce truc-là. Tu sais, quand je vais écrire, j'écoute du rap pour écouter... Là, je vais emmerder personne. Je vous emmerde pas avec mon truc. Si je peux en faire profiter tout le monde, c'est cool. Mais je suis pas un emmerdeur, en fait. Je sais pas comment dire, je suis pas un relou. Tu viens pas chez moi, cette gecko, c'est pas la fiesta, les packs de bière et la musique à fond. Ça n'a rien à voir. C'est moi, je dis, chut, tu veux fumer, tu sors dehors. C'est mon temple chez WAM, en fait. Et je veux pas embêter les gens avec, même si ma musique c'est ma passion. Et je l'impose pas aux autres. Je trouve que je l'impose assez déjà parce que c'est mon métier. Dans le milieu du rap, je dois l'imposer. Que chez moi, j'emmerde pas trop, voilà, je dis pas jamais de ma vie, je vais dire j'ai pas envie de parler de rap avec les gens que j'aime, en fait, si tu préfères. Alors, que j'aime du cœur et qui sont pas forcément passionnés. J'aime parler de rap avec toi. T'as bien vu, j'enchaîne. Hein. T'inquiète pas, on est bien. Alors, toi, tu es en train de graviter autour de ce nouveau collectif, Ouais. d'accord? Et il y a que des assassins, là. Ouais. Tu la prends la baffe dès le départ? De réaliser avec De réaliser avec qui t'es? Tu les regardes en mode non, parce challenger? Non, parce que je me dis, ils vont se la prendre, eux, la baffe. Putain, et je vais revenir encore plus fort. T'as fait cette rime-là. Et ben, le jour où on s'est croisés et tout, parce que aussi, ce qui continue, c'est que après je vais faire un morceau patate de forain. Je vais réussir à avoir Safe You, je ne sais par quel miracle, en lui disant, écoute, j'ai un maxi qui s'appelait Main Sale, j'avais fait 4 titres dessus. C'était ma carte de visite. J'ai été frappé à la porte de tous les rappeurs. En disant, je fais déjà pour faire ma première album mixtape, Barry est plein, qui a 26 titres, double album, 13 titres. C'est que des featuring. Dessus, j'ai toute la crème du rap. Je les ai tous eus de Kennedy, Cynic, Nubi, Safe You, Flint, Mockless, tous les meilleurs rappeurs qui pouvaient exister. Je les ai tous eus. C'était quoi ma technique? C'était que je venais avec mon maxi, je disais, écoute, je bosse avec Neochrome. Ils avaient les numéros, pourquoi? Parce qu'ils faisaient des mixtapes Neochrome. Donc, je prenais le téléphone portable de Yoni qui faisait Shabbat. Donc, j'avais le forfait Millennium à l'époque. Je dis, hey frère, donne-moi le forfait Millennium. Tous les rappeurs SFR, je vais les appeler. Il me disait, appelle-les. Tu te glisses pour un feat ou alors tu dis que tu bosses pour Neochrome et tu les ramènes pour les prochains Neochrome parce qu'ils savaient que j'avais les bagous. J'étais un embrouilleur, moi. J'étais un petit mincheur. Je prenais toujours le train. Depuis que j'ai 17 ans, je prends le train Pontoise-Gare du Nord. Je suis un dragueur. Je suis toutes les crapules du train, les dépouilleurs. Si jamais on m'a appris un truc, c'est parce que je faisais des pirouettes de fou, frérot. J'étais un putain de jongleur avec les mots de base. Et il me disait, vas-y, comme ça, au bruit et tout. Et à chaque fois, je disais, les gars, j'ai Neochrome avec moi, vous connaissez et tout. Écoute, je suis le premier artiste en fait, je me vendais tout seul. J'ai été mon propre manager. Et je disais, voilà, écoutez, j'ai une mixtape. C'est Fio, je lui dis quoi, on peut se voir à Gare du Nord? Ouais, vas-y, petit prix de vitesse. Je te donne un maxi, tu l'écoutes, si tu trouves ça pourri, tu me donnes pas de retour. Si t'aimes bien, j'aimerais bien faire un morceau avec toi. Et c'est Fio, on fera patate de forain comme ça. J'ai enregistré, moi, mon couplet, il y avait le train qui passait derrière chez moi, le carreau était cassé, j'ai enregistré sur un 8 pistes avec un SM58, frérot. Ça veut dire, le Peura, c'est le vrai Peura de la cave. C'est le vrai. Et du coup, le clip Patate de forain, qui va pop 1 an après la compile, je te dis que j'ai fait Barry est plein avec 26 titres, double CD, 13 titres. Il n'est pas à vendre, donc je fais pas de la pub. J'explique. Ce morceau-là, je me dis Patate de forain pour mâcher le travail une fois de plus, pour pas que les gens disent non. J'aime bien les confronter à la qualité, en fait. C'était ça, mon truc. T'as le droit de dire non, mais tiens, regarde, c'est Fiu. J'ai déjà avancé sur le Peucli. Et j'ai appelé tout le rap français, tout seul. Je suis parti dans chaque quartier à Jacques Cartier, prendre Démon One, Dry, Manuquet sur un quai de gare de Orlyville, toutes les cités, Kerry, tous les rappeurs. Tu regardes le clip Patate de forain de Danny Dan qui m'a dit non, je veux pas mettre un coup de poing, moi je suis pas un bagarreur. Il a fait un truc trop marrant. Il a ramassé une poignée de sable on est parti dans un square parisien. Il a acheté la caméra. Il a dit, là, maintenant, t'es aveuglé. Et ça, je te crève les yeux à la Bruce Lee. C'était génial. J'avais vu les Pete, Jackie, les X-Men, les 2 balles de nègre. J'avais eu tous les gars, Cynic, Rimka, tout le 113, AP. Et j'ai réussi à les voir. Et pareil, j'ai dit, j'arrive. Cette gecko, je fais une chanson, Patate de forain. Je viens avec ma caméra. Tu mets un coup de poing dans ma caméra. J'arrive tout seul. T'es où? Ouais, je les prenais de vitesse. Viens dans mon quartier, j'arrive tout de suite, tout seul. Et comme j'ai toujours tout fait, tout ça, je pars du truc le plus dur, comme t'as dit, l'humoriste de cité. Exact. Moi, je me suis mis en danger, parce que quoi, Babtou, t'es transport en commun, tu vois bien les agressions, comme ça va vite, tu vois. En plus, j'aimais bien les dégaines. Bon, peut-être 2-3 fois, j'ai checké la paire de Tchekar quand j'avais 20 piges dans la chepeau en disant peut-être là, c'est hoche et tout, si on me les arrache de la tête. Parce que, voilà, c'était la génération dépouille et tout. On a toujours porté nos outfits parce qu'il y avait toujours aussi un méchant, tous les caporales méchants
des grandes villes, ils aimaient bien cette gecko chez leur petit protégé. Donc, il y en a, ils disaient, Gare du Nord, le petit là. Ça, c'est un shout-out à Monga Sakyo. C'était un mec de Gare du Nord très respecté, qui disait, le petit babo, je marchais comme ça avec mes trucs, je disais, mais personne ne me prend rien. Et elle disait, mais c'est parce que je suis derrière que j'ai dit, le petit babtou, moi, c'est mon petit protégé, faut pas le toucher. Donc, moi, on me laissait, j'avais mes petits, tu vois, j'avais mes petits flex, j'avais mon hustle, tu vois, ou pas. J'avançais comme ça. Et- Je marchais en silence, gros. Je me dis, il se passe rien. Je dis, mais je fais peur ou quoi? Et T'as bien vu la dégaine dans le clip, frérot, je fais peur à son père, poto. alors, je vais. Je me fais peur à moi aujourd'hui. Non, Ouais. mais je vais Non. continuer. En tout cas, c'est bien parce que t'es un passionné réellement. Mais quand ça commence à briller pour toi, tout à l'heure, tu Je me disais rends pas que- compte. Pas du tout. Non. Parce qu'à cette époque-là, ton clip, il était bastonné sur Zik. Mais Tu te avant souviens de ça, ça, mais bien sûr, Zik, frérot. Bien sûr, je me Il rappelle est mon clip. En boucle sur Zik. En boucle. Mais avant ça, tu te rappelles pas de mon clip où j'étais habillé en full Burberry, frère? Mhm. Hasta Siempre, un des morceaux qui était dans le maxi en question. Donc avant Patate de Forain. J'ai un premier clip qui rentre sur Zik. Attention, D'accord. c'est moi, je ramène avec le Gaioni, on ramène le DAT, c'est mon grand frère que je t'ai dit qui m'ont transmis la musique. Il m'a dit, mon petit frère, vas-y, je te paye un clip et tout. Je traîne avec un producteur de film. Il a des caméras à disposition, il peut te faire un clip. Et du coup, on a eu et en fait, les 5 premiers clips que je vais faire avec dans ma carrière, c'est des clips que j'ai ramenés moi, gratuits, avec mes plans à moi. Pareil, il n'y a pas d'argent investi sur moi. C'est moi qui me débrouille. Moi. Je rigole. Mais je suis un débrouillard. Et du coup, ce clip-là, on le ramène à Zik. Donc, mon premier clip, les gens m'ont vu. Et j'étais aussi dans le CD, le DVD qu'ils offraient dans Digital Hip Hop. C'était un magazine. Ils donnaient un DVD avec 19 titres et tu découvrais les clips des autres artistes indépendants et tout. Et j'étais habillé en full Burberry. Et je me rappelle, j'allais à Châtelet coller mes affiches habillé en full Burberry que j'avais vu sur MC Solar. Camerounais, stylé, qui aimaient bien le Burberry et tout. Mais sur un Babtou, ça fait pas pareil que sur un Renault, frère. Mais je le mettais quand même. J'en ai fait un clip d'ailleurs, qui s'appelle Hasta Siempre. Mais c'est un Tchadien. J'étais comme ça en full Burberry. J'allais à Châtelet en full Burberry pour qu'on me reconnaisse. Je suis là. Reconnaissez-moi, je suis là. Il est là, le kicker. Parce que le morceau, il avait plus aux gens, en fait. Et plein de rappeurs que j'ai croisés à l'époque et tout. Je me rappelle, je crois, les Mac Taylor aussi, quand j'avais donné ma mixtape aussi. J'avais été le voir pour qu'il mette des coups de poing et tout. Il a dit, j'ai vu ton clip sur Zik, avant de voir ma Patate de Forain, bien sûr. Ok. Bah, en tout cas, moi, je t'ai découvert avec Patate de Forain. Ah ouais. Tu vois ce que je veux Plein dire? de Parce gens. que c'est Ben clip, oui. clairement, il Moi, c'est le morceau. Et- Mais c'est clairement mon premier, l'un de mes premiers. Je crois que c'est mon 3e track. Donc ça va vite pour moi de pop, mais on va me brider psychologiquement, on va pas me dire t'es une rosta, t'es fort, t'as le buzz et tout. Je pense que ça doit être un truc, une emprise de producteur que tu peux avoir sur ton artiste pour pas qu'il s'enflamme, il demande de l'argent, il demande des avances, parce qu'on était un peu perdus dans ça, tu sais, on était des gens de l'indépendance. Donc dans la production, peut-être que on m'a pas dit mais là tu te rends compte, ou même mes potes, en fait tout allait trop vite. Et c'est après, avec du recul, 10 ans après, je dis ouais mais carrément en fait, quand je vois cet artiste-là, il a le buzz, on appelle ça, il a le buzz, c'est ça que j'ai eu à l'époque. Mhm. Je dis, ah ouais. Et comment ça se passait même au sein de Néochrome? Parce que t'es arrivé un peu par la petite porte, t'as Ouais. vu qu'il y avait Mais des j'ai gens pris qui la étaient... place de tout le monde, après. Comment on t'a regardé aujourd'hui avec 20 ans 20 ans Comme après. un opportuniste, mais pas un opportuniste, un bosseur, en fait. On va se dire, lui, il avait la leda, frérot. Et maintenant, les mecs de chez moi qui m'ont pas forcément soutenu, ils disaient, mais je me rappelle de toi, tu prenais le train tout seul, tu faisais des allers-retours à Gare du Nord, t'es là, t'as fait ton truc et personne ne, et il y en a un en particulier, il me disait, tu verras. Tu rappes, tous les grands du rap, là, ils rapperont avec toi, tu verras. Parce que il avait capté que j'avais une touche différente en étant Babtou, tu vois, ou pas, et de bien rapper. Parce que pas que c'était difficile, mais c'était différent ce que j'apportais, tu sais. On disait, tu verras, il y avait des blancs dans le rap, forcément, je les ai écoutés. IAM, je suis un grand fan d'IAM, Minister Hammer, frérot. Bah déjà, si je rappe bien aussi, c'est parce que c'est des gens que j'ai écoutés. Mais j'oublie toujours de shout-out à Kenaton. Bah, moi, ça a été quelqu'un dans lequel je me suis identifié physiquement et tout. J'ai des origines italiennes. Quand j'ai su qu'il était italien, j'étais comme un ouf. Après, je me suis bousillé à Doc Gynéco aussi. Alors, je poursuis en te disant que c'est très bien parce que clairement, t'étais pas le cheval sur lequel les gens ont misé dès le départ. Et ça, il faut Ouais. le dire, ça. Ouais, Ça, ouais. c'est- clairement. Ah, mais si, parce que regarde, Néochrome, ils m'ont. Mais c'est dur à dire parce que après il y a Cynic qui est arrivé dans l'écurie. Il avait déjà une écurie qui s'appelait 609 et ils ont fait Néochrome, ils sont greffés un peu à ce projet et dès que le truc de Cynic est sorti, ça a mis nos projets un peu dans l'ombre parce que c'est toujours comme ça. Dès qu'il y en a un peu plus connu qui pop, ça met dans l'ombre les autres et ça arrive beaucoup dans les labels ça. Dès qu'il y en a un sur qui ça explose parce qu'en tant que vrai artiste Néochrome, c'était moi le seul. Et Salif, il avait déjà ses trucs.
Nak, il avait déjà son équipe. C'était moi le vrai gars qu'on trouve au début. Donc, c'était moi un peu. Après, je me dis, il y a Sini qui arrive, merde, qui prend un peu la place. Ouais. Et du coup, moi, c'est pareil. Je suis parti prendre mes sessions studio tout seul. J'ai ramené des morceaux finis tout seul à Neochrome parce que j'ai pas attendu qu'on. Je suis un débrouillard, je suis un putain de démerdeur. Et moi, j'aime pas les gens qui attendent que ça tombe du ciel, tu sais. Alors, quand t'es un acharné, hein, et c'est très bien. Je le fais encore. Frère. Et quand tu es dans cette boucle à Néochrome où tu vois tous les gens, comment ça se passe? Parce que vous venez pas du même coin. Ouais. Il y a pas forcément d'accointance. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se passe quand on voit quelqu'un qui est en train de... C'est même plus de challenger là, mais c'est devancer. Non, mais je fais croquer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je fais croquer Al Capote. Je rappe avec un mec qui s'appelle Ficelle, je le mets beaucoup en avant et je redonne en fait. Comme je fais un projet avec plein de featuring, je fais poser tous mes potos. Zeko Ramos, il est là? Zekwe pas encore, il viendra beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus loin ça que Zekwe, il arrivera. Zekwe, c'est plus un petit qui gravite autour d'Al Capote. Et moi, au début, j'ai pas de studio, j'enregistre dans le 91. Je vais tous les jours dans le 91 enregistrer chez Dave Devry, qui était un producteur qui s'occupait de un peu de DC, de Holkinry, de Eloquence, de Savant des Rimes, un jeune rappeur qui était bon aussi à l'époque. Mais Zekwe, c'est un petit gars qui opère dans l'ombre et qui deviendra bon parce qu'il fera des prods en écoutant très bien Dave Devry. On se rencontrera là-bas, mais il est plus en retrait, il apprend, il aiguise son couteau à ce moment-là. Mais ouais, Alka, je partage beaucoup et tout, donc tu peux pas, moi, je suis plus, les gens me voient, ils se disent, ouais, c'est la figure de Proust, il va péter le mur, il va faire rentrer tous ses potes derrière. On m'a plus vu comme ça à ce moment-là. D'accord. Et je comprends ce que tu dis, mais tu sais, tout à l'heure, je vais rétro-pédaler quand je te disais que t'étais un solitaire dans l'âme, parce que même dans tes clips, t'étais seul. Ouais. Moi, je voyais dans certaines interviews, tu disais que t'allais seul au Merkez à Saint-Denis. Ouais. Tu te Au souviens? Merkez, ah oui. Tu te souviens? Bon, on allait à 3, parce qu'on était 3. Il y en a qui sont partis, justement, à prendre le maniement des armes en Afghanistan, et moi, j'y suis pas allé jusqu'à là-bas. Parce que les rouges, des fois, ils pouvaient t'emmener à prendre, à faire des choses ailleurs. Okay. On était dispatchés, puis on était mineurs. Donc moi, par passer 3 nuits au Melkès, ça allait de Saint-Denis, mais dire à ma mère, je reviens pas, je pars en aventure. Moi, j'ai des potes qui partaient à l'aventure après. Donc ça, c'est des gros courants de ma vie où j'ai dû apprendre, reprendre comment mon pote il est parti, comment il est revenu. Tu sais, ça, c'est des frères d'armes avec qui je suis, comment j'évolue. Après, moi, je suis plus amené à faire des rencontres avec des nanas que des frères muses. C'est-à-dire qu'après une rencontre, ça peut changer aussi, toi, ta discipline dans une religion ou pas, mais j'apprends tout par cœur bien et je me fais une raison et j'apprends. J'aime apprendre de l'autre, en fait, c'est ça. Alors, moi, je vais avancer un petit peu dans le temps. Ouais. Toi, t'es en train de te faire ton nom, là. Pour le coup, t'es un vrai challenger. Ouais. Tu vois, là, c'est même pas... Je peux même te le dire en morceaux, parce que là, il y a Patate de Forain et le morceau d'après que j'envoie qui raccroche, c'est Les Fils de Jack Mess. Exactement. C'est sur ça. Exactement. Là, je m'impose avec le délire Mesrine, un peu bon gangster français. Parce que je me dis, autant puiser dans mon... pas faire le mec à honte d'être français non plus, parce que ça peut faire aussi le petit blanc, sœur sud-rebeu, de Renoir. J'ai dit, vas-y, il y a mon petit truc, je suis blanc, il y a plein de mecs qui s'identifient à moi, ils font le même collier de barbe que moi. Je dis, on est les Fils de Jack Mess. Eh ben, c'est une transition toute trouvée. Parce que moi, à cette époque-là, j'étais pas totalement rentré dans le délire. Je m'explique. Tu sais, moi, il y a un gars de Sarcelles qui est parti emménager à Rouen. D'accord? Moneyman, je ne parle pas de toi, mon frère. Et tu vas me dire qu'à Rouen, il y a des mecs qui écoutent un rappeur. Tu vas écouter, oui, tu vas comprendre. Maintenant, au fil d'une conversation avec le mec de Sarcelles, il me dit, quoi? Mais Seth Gecko, mais c'est une légende à Rouen. Rouen, Elbeuf, Cléon, toute cette zone, etc. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, pour le petit truc, on ouvre un Barlow Burger à Rouen. Je dis ça, je dis rien, les gars, ça arrive. Oh, ok. On va à Caen aussi, normalement. Eh ben, tu vois, les gars, ils me disent non, c'est une légende là-bas, etc. Je vois bandé. Ouais. Et je vais poursuivre dans ce que je dis. Et moi, des années plus tard, je crois qu'on est en novembre 2009, il y a le concert Autopsie. Ouais. À la Cigale. Ouais. Bien sûr, je fais mon morceau démarrer en live et c'est moi qui me... Là, écoute-moi. Frérot, j'arrive comme ça. Écoute-moi. Donc là, à l'applaudimètre, Despo et toi, vous avez remporté la... T'es sûr que Despo, il est venu? Je crois que c'était que moi et Dossé. Et justement, Despo, il n'était pas venu. Il est venu faire son morceau? Il y avait toi, il y avait Despo, il y avait Dossé, il y avait Unité Spéciale, il y avait Humphrey, il y avait... Mais tous les gens de la... Tous les gens de la... Exactement. Quel CD, frérot? Le public, que ce soit toi ou Despo, c'était quelque chose. Et à partir de là, je me suis dit, est-ce que c'est pas moi qui a un train de retard? Exactement. Donc, moi, je veux que tu me parles de cette hype, s'il te plaît.
là, pour le coup, tout à l'heure, tu disais que tu étais un challenger, ça commençait à bien se passer Ouais, pour toi, ouais. mais là, tu as eu un tampon. Ouais, il y a eu un tampon. Le tampon Booba, il change tout parce que justement, c'est validé par quelqu'un qui rappe bien. Donc les gens, il n'y a pas que le personnage qui va les intéresser. Ils vont se dire, si Booba il met le doigt dessus, c'est que le mec rappe bien. Et ça va me donner un peu beaucoup même, de gens de sa communauté qui vont s'intéresser. Et en plus, le morceau est bon. Et l'instru, elle évoque un peu une période plus lunatique que ce que proposait Autopsy dans des sonorités plus récentes. Donc mon morceau, il est un peu ovni. Je pense que même à Medimed, je crois avoir le souvenir qu'il m'a dit, Booba, il était même pas fan trop de l'instru de Desmarais. Mais il aurait été jusqu'au bout, puisqu'on aura fait le clip ensemble à Miami. Et pareil, c'est moi, je me déplace, j'ai payé mon propre billet d'avion pour clipper là-bas. Tu sais, et c'est à Medimed que j'ai négocié le truc. Je dis, non, mais viens, j'y vais, moi, si tu veux, moi, je suis prêt à aller. J'ai provoqué le destin, une fois de plus à ce moment-là. Mais, quand je suis invité, c'est Medimed, c'est un mec du 9-5. J'ai grandi avec lui, on s'est connus plus jeune. Ok. Avec le rap, en fait. Donc, à un moment donné, c'était facile, c'est Medimed qui parlait avec les artistes directement. C'est pas Booba. Je rencontrerai Booba, j'aurais posé sur Autopsy déjà. Je vais le rencontrer que le jour du clip à Miami. En tout cas, pour bosser avec lui. D'accord. Mm. Alors, Mais donc, cette hype, parle-moi de l'industrie cette fois-ci. Comment elle t'a vu? Parce que clairement, il y a des gens qui te prenaient pour... là, je venais de signer déjà. J'avais déjà un album maison de disque, c'est La Chevalière en 2009. C'est mon morceau Chute, la chute des bandes que j'ai pas posé dans l'album. Donc là, j'ai les morceaux Bistouflex, Shalom Salam Salut, j'ai quelques titres. La Chevalière, non, pas Shalom Salam. La Chevalière, c'est quoi? Le son des capuches, Dirty Manouche. J'ai encore plein de morceaux, mais avec du recul, je trouve le morceau, l'album, il est réel. Ça se voit que c'est un premier. Il y a ma carrière dans l'underground mixtape avec Neochrome. Et là, c'est le premier album où ça se voit, on veut rendre un projet à une maison de disque qui a une vision de faire percer ton plafond de verre. Et tu sens que je suis pas totalement moi, en fait. Je me cherche un peu dans l'ADA. Et je me retrouve après sur Démarrer. Mais j'ai la chance, je pense pas que c'est sur cet album-là que peut-être que Booba ou Medimed ont eu le clin d'œil de... En tout cas, le morceau Démarrer, il est très lourd. Hein. Ouais, il fait partie aussi de mes gros morceaux charnières. Très Parce lourd. qu'il y a un avant et un après Démarrer. Et ben justement, parce qu'il y en avait plein qui étaient dans mon cas, c'est-à-dire qui n'étaient pas rentrés dans ton film, mais après Démarrer... Tu le comprends après la bobine. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Donc parle-moi juste, s'il te plaît, de cette nouvelle hype qui était sur toi. Parce que tout à l'heure, t'étais un jeune rookie qui commençait à faire son nom, mais là, tu ne peux plus te cacher. Ouais, mais à cette époque-là, tu sais, je traînais avec qui? À ce moment-là, précis, je m'en rappelle, on était tout le temps ensemble. Incarcération de Mister You. Donc moi, je venais de faire mon album La Chevalière où je l'avais invité dessus. C'est son premier Planet Rap qu'il fera en cavale. Ce sera moi qui l'invitera. Et il me le rendra bien en prison parce qu'on va se retrouver après en prison ensemble à la santé. Et il va me le rendre bien. Et en fait, après, à ce moment-là, je traîne beaucoup avec Fianso et La Crime. On est tout le temps ensemble. On fait les 400 coups ensemble et tout. C'était bien de rester avec moi parce que moi, je pouvais aussi encore ouvrir des portes à mes refs, en fait. Tu sais, et du coup, après, voilà, j'étais avec eux. Et eux, ils me l'avaient dit quand même. Mais pareil, moi, c'était pas assez. Je dis, ouais, mais j'ai pas un morceau avec lui. C'est jamais assez pour moi. Oui, mais moi, j'ai pas fait de disque d'or. Moi, je veux kicker encore, je veux rapper, de trucs. J'avais pas. De faire qu'un morceau solo et avoir Booba dans le clip, c'était pas encore un. Dans mon truc, c'est même pas l'argent que je visais. Moi, c'était un le plus haut. Rapper avec les meilleurs, tout ce que j'ai écouté. Il en fait partie, hein, de toute façon. Toute l'équipe Time Bomb, Hill, Oxmo, Cassidy, et Lunatic et Booba, entre autres, je les écoutais comme des ouf. Alors, déjà, je savais pas que vous aviez marché ensemble un petit peu avec La Crime. Ah oui. D'accord. Et je vais te dire un vrai truc, que les deux mecs les plus droits à l'heure actuelle, à qui avec je parle encore, et à chaque fois qu'il y a une demande de featuring et trucs, La Crime, il fait pas, c'est le seul qui sera resté droit dans ses bottes malgré des grosses carrières qui pop, où il aurait le droit de dire là, je peux pas, là, on a déjà fait 5 feats ensemble et tout. Mais à notre actif, on a déjà 5 feats ensemble. Peut-être que les gens, je le dis, parce que peut-être que les gens peuvent aller les checker. Mais il y a encore des nouveaux trucs qui arrivent. C'est ça qui est bon. Tigré, on le salue, le frère. Ah ouais, c'est un très très bon. Et Mysterieux aussi, des refs, en fait. En fait, c'est comme j'ai grandi dans un quartier de Rebeu, et eux, on a tout le temps eu, tout de suite, eu l'affect. Je sais pas comment dire, ils ont ressenti cette âme. Je me comprenais bien avec eux, en fait. Il y a eu un truc. Ils ressemblent vraiment aux mecs qu'il y avait dans ma cité, ces mecs-là. On peut dire, des fois, il y a des imposteurs et tout.
Et ben eux, ils ressemblent vraiment aux mecs avec lesquels j'ai grandi, vraiment. Il n'y a pas d'imposture que ce qu'on pourrait dire sur des gens dans le rap. En tout cas, c'est des frères que j'aime beaucoup et que je Ouais. salue fraternellement. Alors, je vais avancer. Toi, tu es en train de faire ta petite carrière et tu décides aussi de partir en Thaïlande. Ouais, alors D'accord. ça va être en... Ah oui, ça, à cette époque-là, bien Bah, vu. bien sûr. T'es bon. Ah, ah. Tu vois? Il est bon. Bah, donc, du coup, je reviens et je fais un album qui s'appelle Michto, mais qui est fait en Thaïlande, en fait. Déjà, Pratiquement. Il y a avec les morceaux, excuse-moi, Sensationnel, Bad Cowboy, le featuring avec Booba. Donc là, ça y est, je commence à être Tapis Moquette. Tapis Moquette. Et pour les gens qui savent, pour la petite anecdote, Tapis Moquette, mon couplet. Et j'ai fait un morceau avec Booba qui n'est jamais sorti, qui devait être dans 45 scientifiques, son album. Et mon couplet, c'était celui de Tapis Moquette, et son couplet à lui, c'est les couplets de Pigeon. Et en fait, chacun, on en a fait des... parce que comme moi, j'écris, un couplet, jamais il part à la poubelle, frérot, il est toujours remis, et ça fait un très bon track. Mais il y a un track qui a existé, qui n'est pas sorti... Qui devait s'appeler 45 scientifiques. Non, qui est dans son album, je crois. Qui Non, il n'y a pas. Lunatique. Lunatique, pardon. Voilà. Mais 45 scientifiques, c'est le morceau avec Dossé. Exact. Voilà, là, je me trompe. Ok. Voilà. Tu sais, tout à l'heure, tu disais qu'avec la mama, toi, t'étais le cadet, t'étais le petit chouchou, etc. Et je suis parti là-bas. Là, Ouais, t'es pas parti. Eh ben, je vais te dire que tu peux aimer des gens de tout ton cœur, d'un amour inconditionnel et d'être loin d'eux et sans que... Après, certainement, elle m'en a voulu. Même mon fils, certainement, il a dû en souffrir de ça que je suis parti et tout. Mais attention, je suis parti vivre en Thaïlande. Tous les 3 mois, je rentrais 1 mois. J'ai pas fait une coupure. Je suis jamais resté plus d'1 an en Thaïlande sans rentrer en France. Faut le savoir, c'est pas une période indéfinie. Ma mère, la pauvre, elle est trop âgée pour prendre un avion, autant d'heures et tout. Vraiment, j'ai tout fait pour l'emmener là-bas, parce que c'est un pays que j'avais envie de ramener tous les gens que j'aimais là-bas. Et très vite, oui, j'y ai vu, mais comme la première fois que je suis parti à Miami, j'ai dit, ouais, j'ai envie d'ouvrir un truc ici. Moi, tu sais, à rien, mais merveille. Quand je suis parti sur la Côte d'Azur, j'ai dit, wow, c'est génial. Dès que je vois des palmiers, moi, c'est génial. Les palmiers, c'est génial. Alors la Thaïlande, je me suis dit, waouh, trop lourd de ouf. Et j'ai vu comme une possibilité de me reconvertir en me disant, ouais, putain, là, je pourrais. T'imagines, je marchais, je vois un bar à gogo avec des meufs qui dansent, mais tout éclaté. Tu passes dans la rue, t'as pas besoin de rentrer dedans, quoi. De toute façon, à l'air libre et tout. Et je vois, le bar s'appelle le Dusk Till Dawn. C'est le nom Une nuit en enfer du film. Moi, j'ai pris cette gecko. Je dis, wow, t'imagines, j'ouvre un bar. C'est le Dusk Till Dawn. Et c'est cette gecko qui est aussi dans le bar. Je suis, wow, et tout. Et en fait, j'aurais eu la chance de croiser la bonne personne qui va me dire, ouais, Seth, moi, j'ai plein d'argent. Si tu veux, viens, on ouvre un truc pour toi avec ton nom, opinion sur rue et tout. Fais tes preuves dans un premier bar. Et si ça marche bien, viens, je fonce, je mets le paquet et j'ouvre un bar. Et un mec qui s'appelle David et qui est encore aussi sur place aujourd'hui, qui a traversé la pire année de sa vie avec le Covid, qui a tout perdu. Et les gens ont dansé sur sa tombe. C'est un entrepreneur. Après, ça reste comme les chefs d'entreprise là qui sont ils devaient être à moitié psychopathes ou des traits de sociopathes et tout. Dur, un mec un peu qui a écrasé pour monter. C'est comme ça que les gens, certains, arrivent dans la société. Mais il m'a montré l'école du business avec lui. Après, pourquoi je vais ouvrir plein de trucs derrière? Parce que j'ai vu que... Donc, t'étais avec lui. Après, je me suis associé avec lui. Il m'a permis d'ouvrir un truc. Après, moi, je vais partir en 2019. Et il y a le Covid. J'esquive le Covid en vendant mes parts et tout. Et lui, il restera là-bas. Il va tout perdre. Alors, c'est un mec qui roulait en Lamborghini, qui avait des boîtes de nuit et tout. Il va tout perdre, endetté jusqu'au cou. Et il a réussi à se refaire. Pour te dire que, aussi, pour l'aspect entrepreneuriat, c'est lui qui m'a montré... le business, c'est fort. chez lui que je me suis pris. Mais alors, plusieurs choses. Il est blanc, c'est un Français? Ouais, un Français Très du bien. 9-5, mec. Ok. Alors, quand toi, tu vas en Thaïlande, Ouais. deux blancs qui investissent dans leur pays. Tu sais, nous, on entend pas mal de théories, pas mal de choses sur les Thaïlandais, à savoir qu'ils sont gentils, mais il y a un côté très gangsta, très rude. Ouais. Là, il y a deux blancs qui investissent là-bas. Comment ça se passe? Vous êtes bien accueillis? Ouais, parce que lui, il est sur place depuis 10 ans. Il est déjà marié avec une Thaï. Sa belle-sœur, elle est caissière du business. Il en a déjà plein. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Et il me dit, j'achète un building, là. C'est un an. Il a fait construire. Il a dit, il y a un subway qui se libère. Viens, suivant, on appelle le truc le 7 Gecko Bar. Et après, moi, je prends au-dessus, je fais une discothèque. En fait, il arrêtait pas. Il jouait au Monopoly, le gars, parce qu'il avait compris les ficelles du truc. Et l'argent, c'est là-bas, pardon. Dans les pays comme ça, c'est l'argent qui est roi, en fait. Avec l'argent, il avait les fonds pour pouvoir s'acheter la tranquillité et de faire du business et de rincer les gens qu'il faut rincer. Tu vois? Parce que, tu sais, dernièrement, on a reçu Yacine Bouganem, qui vit là-bas, qui vit entre ici et là-bas, pour être un peu plus précis. Et il me disait que la Thaïlande, c'est un pays qui est aussi mafieux.
Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et en fait, il est en train de hiérarchiser. C'est les pays où il y a de la corruption. Tu peux des fois acheter la police avec de l'argent, ça peut te fermer les yeux. Donc c'est ça qui rend le système mafieux. Mais ouais, et comment toi, t'as fait pour t'établir pendant près de 10 ans? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, il y a certains pays où finalement qui sont diamétralement opposés en termes de code avec tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai toujours été dans l'entre-deux. Tu sais, c'est comme dans le rap, tu vois. J'ai peut-être pas eu les problèmes que certains ont, parce que j'ai jamais eu non plus une carrière surexposée sous les projecteurs. Tu sais, moi, cette Gecko, j'étais le petit rappeur qui a eu un bar où il y a un mec un peu puissant avec de l'argent qui lui a ouvert. C'est peut-être sur lui qu'ils auraient pu ruminer un truc. Ils diraient, ouais, t'as vu, lui, le phalangue, ils appellent comme ça l'étranger, le phalangue, et là, comploter sur lui. Moi, je disais, lui, c'est le mec, il est avec une Thaïlandaise, il a fait des enfants, il est là, il est connu, les gens font des photos avec lui, mais il est gentil avec tout le monde. Encore ce truc qui me représente. Je suis bonnard, frérot. Je suis une bonne gueule, moi. Pareil, même les Thaïlandais, je les fais gaulerie, frère. Je les vanne, je suis un gars du peuple, en fait. C'est ça peut-être qui, cette aura protectrice qui me suivra jusqu'à là-bas. Mais tu sais. Parce que j'ai jamais flambé. J'étais pas, le truc que j'aurais pu avoir, c'est des bijoux en or. Mais les Thaïlandais, ils sont pleins de bijoux en or, ceux. Donc, et j'ai jamais pris les gens de haut. Je suis dans le respect, moi, frérot. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que dans une ancienne interview, tu disais que ils aimaient pas trop aussi quand tu t'intégrais. Quand tu t'intégrais trop. Bien tu vois, parce que toi, t'allais à l'école, t'apprenais la langue, etc. Mais t'en sais trop après. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent au moins garder ce dernier truc-là, de pouvoir parler sur toi et que tu comprends pas. C'est leur seul truc qui leur reste, des fois. Les gens, ils ont pas trop d'argent. T'es là, les gens, ils parlent mal et tout. Et puis, ils peuvent parler leur langue. Ils disent, regarde-moi ces grosses merdes. Ils sont là, ils sont en train de, on les prend de haut, t'inquiète pas, un jour, ils vont dire, j'espère qu'il va tomber en moto ou pas, je sais pas ce qu'ils pourraient dire. Faut leur laisser leur West-West, tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, tu leur dis quand ils sont en train de parler, tu dis, ouais, je comprends tout ce que veut dire. Coachai, tu sais, à comprendre. Je sais pas comment, je me rappelle plus, j'ai perdu mon thaïlandais, du coup, j'y vais très peu maintenant. Et c'est ça, tu leur prends encore tout, en vrai. Je veux dire. Tu viens, tu t'éclates mieux qu'eux dans leur propre bled, tu prends sa langue, tu sais, à un moment donné, ça fait un peu, je peux comprendre le côté colonialiste qu'il peut y avoir encore éternellement, en fait, tu vois. Mais est-ce que ce truc-là, il n'est pas propre aux Français? Parce que Lacrim, quand il est venu, il a dit que les Français, ils étaient en train de chauffer le cœur des Thaïlandais parce que le comportement n'était pas tout le temps bon, etc. Plus le banlieusard que le français. Ça dépend ce que tu appelles français. Okay. Moi, quand il me voyait, je disais, moi, je suis français. Il dit non, pour eux, le français, il s'appelle Mamadou, il s'appelle Mustapha. Et pour eux, ils associent la France au rebeu de la cité, en fait. Des fois, même, on va dire à un blanc, dis pas que t'es français, dis que t'es luxembourgeois, suisse ou italien. Ça peut te faciliter parce qu'il y a un a priori sur le banlieusard, peu importe quel qu'il soit, blanc, rebeu, renois, mais plus fouteur de merde, de jeunes de cité qui a eu que des, peut-être, je sais pas, je pourrais pas t'expliquer, je veux même pas mettre des mots dans la bouche des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être mal vu, mais peut-être que c'est, une fois de plus, se sentir supérieur à un autre peuple, le traiter un peu comme de la demeure, c'est pas respecter, faire ce qu'on veut, parce que le pays, il donne tellement de liberté qu'à un moment donné, comment tu fixes des barrières? Mais c'est bien parce que tu nous mets en alerte déjà sur certaines dérives. Ouais, d'accord. Après, faut tout, c'est le maximum, c'est un pays no limites. Donc après, de s'en fixer, c'est dur. Tu vois, aujourd'hui, mes vacances que je fais à 45 ans, j'ai envie d'être dans un centre, dans un mall, prendre mes filles et les mettre dans un toboggan. Puis à l'époque, j'aurais voulu avoir le dernier T-Max, savoir quelle bouteille on allait prendre en boîte. Tu vois, c'est pas pareil. Après, tu te crois. Il y a l'alcool à volonté. Tout le monde va là-bas pour se rabattre aussi. Quand t'es rabattre, tu te prends pour un ouf. Donc les mecs, ils ont des comportements. Et il faut pas croire. Il y a le banlieusard français. Mais t'as des Australiens, c'est des gros golemons. Ils piche-tavent dans la rue. Ils boivent de l'alcool. Ils sont violents. Ils se prennent pour des oufs. Les Russes aussi. En tout cas, c'est très bien que tu nous mettes en alerte sur les dérives comportementales. Et puis, finalement, tout ça... Faut pas prendre les tailles de haut. Tu sais, même si des fois, il y en a que tu vas croiser qui font un peu messaquines et tout, justement, faut avoir de la hauteur et leur montrer. Mais va expliquer ça. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus jeunes, les jeunes à y aller. Et même la jeunesse, je dis les banlieusards, mais c'est la jeunesse. Tu sais, les groupes... il y en a qui vont faire chier avec les motos, mais des fois, ça va être un petit groupe de batous qui peuvent faire chier des nanas ou... Peu importe, en fait, c'est jeunesse, tu vois. Aller trop tôt comme ça entre copains, ça fout forcément le bordel. Et c'est le bon enfant, je pense, des fois. Mais on se rend pas compte, tu vois. En tout cas, ce que je retiens dans tout ce que tu viens de dire, c'est que les dérives comportementales, ont une incidence. Ah oui, sur le long terme. Sur le long terme. Ah oui. Et il y en a qui ont pris cher dans la par détail qui devaient ruminer depuis un moment donné. Il dit, ça y est, lui, c'est celui qui a fait le geste de trop. Il se retrouve à se faire sauter sur la tête
Et tant qu'il n'y a pas de sang, tant qu'ils t'ouvrent pas le crâne et que ça pisse pas le sang, l'État, il s'arrête pas de taper. Hein. Je te dis la vérité. Eux, ils sont des sanguins. Ils ont la boxe taille dans le sang depuis toujours, ou les ouvertures d'arcade, le sang, ça leur... Ils s'arrêtent que quand il y a du sang. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs, même des fois, qui peuvent mourir dans des altercations. J'ai pas été pas été témoin de 1001 histoires, mais je sais que quand ils sautent sur la tête de quelqu'un, c'est des petits ninjas qui sortent de partout. Hein. Ils sortent du haut des arbres, ils sautent avec des coups de pied pointus, coups de coude, des coups de genoux, ils t'explosent la tête, frère. Et dans tout ça, tout à l'heure, j'ai volontairement pas rebondi sur ça, parce que je savais que je l'aurais fait maintenant, mais tu as parlé de ton fils, Djibril. Ouais. Tu as dit qu'il t'en a voulu. Le fait Certainement, en fait, je fais la propre analyse. Et comment ça se passe quand toi, tu es à des milliers de kilomètres, que lui, il est en train de grandir, presque livré à lui-même? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, il est entre de bonnes mains, il est avec ma mère, donc je sais comment elle élève truc. Il est métis. En cité, ça facilite plus que Babtou pour les problèmes. Il est costaud. Donc, physiquement, il sera jamais emmerdé. Et il sera vu, je vais le faire venir en Thaïlande 2-3 fois en vacances avec moi pour voir rester 1 mois et tout. Et puis, comme je te dis, je reviens tout le temps, moi. Mais c'est un enfant élevé beaucoup par ma mère aussi. Donc, c'est plus elle qui a eu le rôle de parent. Tu sais, c'est un enfant que j'ai eu jeune et des fois, tu fais pas bien ton rôle de repère. Du coup, c'est ce qui fait que quand je vais revenir en 2016 et que sa mère va me dire, mais il rappe, tu vois pas qu'il rappe, il avait fait ce petit freestyle qui faisait son petit bout de chemin et tout. Après, j'ai dit, ouais, occupe-toi de lui, fais quelque chose et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va commencer par faire un track qui a bien marché. Et après, je me suis dit, bien, ça serait chambé de faire un EP père et fils. Et après, voilà, après, il faut couper le cordon ombilical, tu vois. C'est des aventures, c'est une famille, après, d'expérience par ce qui s'est passé. Je te dirais que c'est même dans le business. Faut pas mélanger la famille et le business. Et là, le rap, c'était mon business. Le rap, c'est mon métier. C'est, tu sais, là, mon implication, les enjeux, les trucs, c'est pas pareil. Donc, ça, tu le referais pas? Si, c'est beau ce qu'on a fait, mais après, il y a peut-être des petits réglages que j'aurais fait autrement. C'est pas parce que je peux te donner ma visibilité que ça peut marcher pour toi. Je le souhaite. Je mets tout ce que je peux pour que ça marche. Parce que c'est la plus grosse fierté, c'est que ton fils, il explose dans le rap après toi. En proposant quelque chose de différent. Mais malheureusement, les médias, ils sont plus accaparés. Ils ont plus aimé le projet dans sa globalité. En disant, Seth a fait un album avec son fils sans s'intéresser à qui était son fils. En fait, j'aurais pu ramener même n'importe quel autre enfant. Ils ont pas fait un focus sur l'artiste qu'il est, Stos, et sa musicalité. C'était plus le côté médiatique qui a pop dans ce projet-là que il voulait, mais peu importe qui il aurait pu être, en fait. Il voulait voir le fils de cette gecko. Il voulait pas voir l'invité en tant que lui. Et donc ça peut être dur à gérer. Et voilà, aujourd'hui, chacun fait sa petite route et c'est bien. Tu vois, moi, j'ai fait ma route de mon côté seul. C'est là où j'ai été meilleur. Et peut-être que d'être pris par la main, ça peut empêcher. Et c'est dur d'être un fils d'eux. Et un frère d'eux. Ouais. Tu vois, parce que finalement, en plus, j'étais plus son frère que son repé. Par rapport, je l'ai ressenti ça en ayant des enfants beaucoup plus tard, à 35 ans. Lui, je l'ai eu à 21 ans. J'étais prêt à être papa à 35 ans. À 21 ans, je savais pas du tout ce qui m'arrivait, en fait. Et tu vois pourquoi j'ai parlé volontairement d'une relation fraternelle aussi, c'est que Dr. Dre n'a pas fait de cadeau à Warren G. C'est son frère. C'est son frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps évident. Et après, moi, je pars d'un principe, quand tu te bats, t'arrives toujours à avoir quelque chose. C'est obligé que ça paye. En tout cas, l'acharnement, il paye. J'en suis la preuve. Parce que j'ai pas arrêté de me battre toute ma vie et tout. Et après, moi, je peux que dire, attendre que ça tombe. Moi, j'ai été chercher le fruit, j'ai grimpé dans l'arbre j'ai grimpé dans l'arbre pour aller cueillir le fruit. J'ai pas attendu qu'il tombe. Quand il tombe, généralement, il est pourri. J'ai fait ce que j'ai pu. Après, c'est assez. Des fois, c'est pas assez. Voilà, on t'en a voulu de ça? Non, mais c'est délicat. C'est familial. Il y a des attentes. Il y a des trucs. Même pour moi, c'est frustrant de me dire, j'ai exposé, j'ai mis en lumière mon fils et après, si ça se passe pas comme lui, il aurait voulu ou que moi, j'aurais voulu, il faut forcément trouver un coupable et à la fin, c'est moi qui ramène mon fils dans la musique finalement. Donc, forcément, il y a des... Mais bon, ça, c'est une longue histoire. Non, mais après, tu vois, c'est... Déjà, moi, je te remercie déjà de te livrer comme tu le fais, hein, frérot, parce que c'est pas quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose d'évident, mais tu sais, on est plein à t'écouter. On est plein à te regarder et il y en a plein qui sont dans ta configuration, c'est-à-dire devenir papa, qui sont devenus papa très jeunes et qui sont un peu qui naviguent entre deux eaux, entre le rôle de père, le rôle de frère.
combler le fiston, mais en même temps être face à la réalité. Tu vois ce que je veux bien dire? sûr, ouais, c'est pas facile d'être père. Encore faut-il avoir les armes pour l'être. Mais moi, j'ai peut-être fait ça en me disant, j'ai pas été présent beaucoup quand je suis parti et tout. J'ai fait mon truc. Et c'était le moment où j'étais en train de construire ma carrière. Il a fallu que... tu sais, ça a apporté beaucoup, en fait, ce voyage en Thaïlande. J'en ai créé des enfants aussi. Ça m'a rendu heureux. Et après, tu vois pas le mal, tu sais, un peu, je vais forcément être égoïste, hein, c'est de l'égoïsme de se dire, ouais, je pense à mon bonheur avant de penser celui des autres, parce qu'en me disant, il est entre de bonnes mains en France, et il manquait de rien. Et après, voilà, c'est pas facile de... Finalement, ça peut être aussi, autant, l'enfant peut croire que ça peut être une bénédiction d'avoir un repère, ou les parents, ou la mère de l'enfant, et comme quoi ça peut être une malédiction, parce qu'après, ça peut créer des conflits, tu vois. Dire, ouais, alors pourquoi, il est où l'argent, et les trucs, tu vois, mais attends, voilà, ça arrive dans le football, Exact. ça arrive dans le truc, parce que voilà, il y a des familles qui attendent après l'enfant pour qu'il réussisse dans quelque chose. T'as le père qui a réussi, c'est normal qu'il y en a des gens qui disent, et les comptes alors, pourquoi, et lui alors? Donc, ouais, mais moi j'ai tout fait, et les gens peuvent le voir, c'est sur Internet. Et les morceaux sont très bons, et c'est horrible de se dire, ouais, on n'a pas réussi à se frapper assez fort, ou proposer le bon truc ou le bon auditoire. C'est que moi, l'auditoire auquel lui, ce qu'il propose, c'était beaucoup de mélodies. Et c'est là où j'ai jamais été fort. Il apporte ce nouveau rap riche qui est de jeunes de maintenant. Mais en fait, je l'ai proposé à un auditoire qui écoute pas forcément ça, tu vois. Qui s'est peut-être plus retrouvé dans le canoë, dans la musique, en disant, même parce que c'est des ils font des liens, ils disent c'est un blanc, l'autre c'est un blanc. Mais que là, j'ai ramené un Tismé Loxé, il y a des gens qui me disaient non, mais c'était pas ton fils. Hein. En fait, c'est un petit tacité que t'as dit c'est mon fils. Parce qu'ils n'arrivaient pas à y croire ou ne voulaient peut-être pas y croire. Mais moi, le truc, voilà, on a assez défendu, je suis parti, je peux pas en faire plus, parce que sinon, ça fait forcing. Et pourtant, on l'a proposé aux maisons de disques et tout, et ils attendaient de lui de voir... peut-être qu'ils ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, en tout cas, pour que moi, ça suffisait pas en passe droit de dire, ouais, tiens, je t'ouvre la porte comme ça, comme ça. Pour moi, il avait fait ses preuves, on a fait des super bons morceaux, qu'il soit solo avec moi, et après, je ne peux pas expliquer... Et je suis pas un producteur. Moi, je suis juste un bon rappeur qui a un fils qui rappe bien et qui a fait ce qu'il a pu pour le mettre en avant. Et peut-être qu'il attendait de moi que je prenne toutes mes économies, que je produise et tout, mais cet instinct de producteur, tu le fais quand t'as un track où tu dis c'est celui-là. Après, tu vois, il y a le conflit de... C'est dur de rentrer avec du bras de fer dans la famille, c'est compliqué. Voilà, c'est dur. Pas forcément... c'est pas forcément aussi simple de dire ouais, je vais faire entrer mon fils dans mon business. Je sais que mon père, un autre de mes frères, il a fait rentrer son fils dans le BTP et tout. Et ça s'est mal passé. Après, mon autre œuf, il est parti, c'est devenu un pompier et tout. Mais quand il est parti, il a un peu massacré le répertoire de mon père, dans ce qu'il aurait pu avoir entre les mains, un bon truc dans le bâtiment. Pour moi, si je l'aurais su, je dis à mon père, si j'avais su, en tout cas, j'avais grandi avec toi, j'aurais kiffé que tu m'apprennes ce métier, en fait. Mais aujourd'hui, je le dis, là, j'ai pas grandi avec mon repas et tout, là, à 45 ans, je me suis réveillé et dire, écoute, la vie a fait qu'on n'a pas grandi ensemble. J'aurais aimé avoir en fait, finalement, les passions que tu as eues dans ta vie, on se retrouve sur les mêmes et voilà, il y a quelque chose, il y a le sang qui parle à un moment donné, le sang est plus épais que l'eau, comme dirait I Am Tree, Famous Mob, dans leur album, nom d'album. Et Scaris, il faut dire en français. Exactement. Mais merci déjà de nous partager cette histoire, sincèrement, qu'on ignorait clairement, et j'espère que le fiston, en tout cas, comprendra. Ouais, mais qu'il réussisse dans sa life et qu'il tout, en fait. Il n'y a que comme ça que je serais content. Que comme ça, non, je lui souhaite le meilleur, quoi. C'est pas... Et c'est pas fini. Mais je lui souhaite le meilleur. Ouais. On va avancer alors et on le salue fraternellement, le fiston, sincèrement. Alors, tu sais, il y a quelque chose que je voudrais aborder avec toi, c'est la coparentalité. Tu sais, moi, je te voyais, t'étais là sur les réseaux avec Mimi, avec Nini. Nini, ouais. Exactement, tu vois ce que je veux dire? Ah, putain, petite Nini d'amour. Exactement. Nini et Nina. Nini et Nina. Voilà. Ouais, exactement. T'étais un papa gaga, tu les voyais, moi je voyais des capsules sur les réseaux sociaux, t'étais avec elle, t'étais en train de t'enjailler, etc. Et quand j'ai entendu un de tes morceaux, tu disais que tu les voyais plus, t'étais plus avec elle. Et en fait, c'est ce truc-là qui peut être aussi compliqué avec la coparentalité. Parce que toi, t'es basé ici, les petites sont en Thaïlande, mais les petites étaient en France aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je les ai ramenés en France, moi. Non, j'ai été en Thaïlande avec eux, j'ai vécu avec eux en Thaïlande.
Je les ai ramenés en France. Après, il s'est passé que leur mère a décidé de partir sans m'avertir avec les petites. Et après, du coup, après, je me suis dit, la parole la parole est libératrice. Et quand ils sont partis, j'ai eu du mal à les recontacter et tout. Je me suis dit, il faut peut-être mettre des mots sur ce qui m'est arrivé, en fait. Les mots, ils sont violents. Tu vois, je vais même pas le redire parce que le fait d'avoir dit un mot particulier dans la chanson, Ouais. je me suis pas éternisé, t'es mon interview, je voulais pas en parler. Je dis, c'est bien, je me suis exprimé sur de la musique. Et pourtant, je me livre et c'est pas le morceau qui va mieux marcher. Donc, je l'ai même pas fait pour qu'il marche, mais les gens qui m'écoutent, ils sont intéressés à ce titre-là. Et j'ai dit le mot, c'est comme si une meuf, un jour, elle dénonce, elle dit, je me suis fait V par tel. Et après, en fait, ça rend encore plus méchant le V. Et après, il remet de la pression et de l'emprise. Et le cauchemar continue, en fait. Ah, t'as dit ça sur moi. On va voir alors, tu vas voir, nana. Et là, c'est un peu ce qui m'est arrivé. J'ai joué avec le feu, j'ai voulu dire un mot, parce que je me suis dit, voilà, les gens, ils disent, mais il faut appeler un chat, c'est passé, c'est comme ça et tout. Bien que j'ai ma responsabilité dans ce qui s'est passé. Rien n'arrive au hasard. C'est un choix brutal qui a été pris sans ma décision. Donc voilà, quand il y a des enfants, généralement, c'est mieux que les choix soient faits par les deux parents. On me les a arrachés d'une manière brutale. Et du coup, quand j'ai voulu en témoigner, peut-être parce que ça fait du bien des fois de dire ce que je pèse, je le lâche, mon sac de pierre. Ça a fait le retour de flamme encore. Je dis, ah ouais, tu parles... T'as dit ça, t'as dit ce mot-là, tu vas voir. Et encore, privation, 2 ans de... Donc voilà, c'est un peu un enfer dans lequel je vis. Et là où j'aurais eu peut-être besoin le plus d'être le proche de mon fils, c'est le moment où je vais pas avoir... Il y aura pas de souci parce qu'on va plus s'éloigner l'un de l'autre dans cette épreuve-là. Donc après, je dis, putain, en fait, c'est dur d'être un repé et de dire, voilà, ce que t'as de plus cher à toi, t'en es pas proche et après, on peut leur mettre ce que tu veux. On peut leur mettre ce qu'on veut. Tu peux faire germer tu peux mettre des graines dans leur tête et les faire germer et après leur changer leur vision, leur truc et tout. Comme moi, on m'a fait avec mon père. Ma mère, j'ai grandi avec ma mère, j'ai manqué de rien. Meilleure mère du monde. Mais ma mère, elle m'a fait passer mon père pour un salopard. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends tout ce qui s'est passé. Et je dis à mon père, je sais, voilà, les hommes souffrent aussi. Et c'est pour ça que je me tourne vers toi. Aujourd'hui, moi, je dis je t'aime à mon père, que j'ai un mot que j'ai jamais pu lui dire même le mot PAPA, je peux pas parler de lui en disant ce mot-là. Mais je lui ai dit, sache que je t'aime, mon père, c'est ce qui s'est passé, j'ai été influencé, j'étais un enfant et là, je me suis retrouvé dans le camp des mamans et le camp des mamans, elles mettent ce qu'elles veulent dans la tête de l'enfant. Et c'est le dernier truc qui leur reste. Les hommes, c'est facile pour eux de refaire leur vie. Une maman qui se retrouve avec ses enfants, c'est beaucoup plus dur. Donc, faut jouer avec ces cartes-là. Et après, écoute, la vie, des fois, elle t'offre 2 chemins. Mais vas-y, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je crois encore, alors que j'y croyais plus au début. Je dis, qu'est-ce qui m'est arrivé là? C'est le pire truc au monde, frère. Quelle personne peut se dresser devant moi? Quel clash, quelle phrase peut me déstabiliser quand on te prend un enfant? Frérot, il n'y a rien. Et parce que toi, tu crois, le monde, il s'effondre autour de toi. Alors, encore pire pour les gens, aux familles qui perdent un enfant. Tu sais que c'est pas dans le cycle de la vie. Là, je te dis pas être séparé par les divorces, par les trucs comme ça et tout. Mais en tout cas, c'est un morceau que j'ai fait qui parle de ce cas-là. Merci d'avoir mis le doigt sur ce titre, Le Tigre qui pleure, qui est aussi une recette thaïlandaise que je faisais dans mon restaurant pour faire le double jeûne. C'est merci à toi. C'est moi qui te remercie pour ce témoignage parce que clairement, tu mets les mots et c'est douloureux, frère, sincèrement. Alors là, je rigole moins, je souris moins. Du coup. Mais il faut tout dans l'interview. Mais on est dans le partage, frère. Et si à travers ton expérience, c'est destructeur. Et après, moi, je reste un homme fort. Je veille à mon image et tout. Mais tu peux partir dans des dérives. Les gens, ils savent pas ce que je traverse en interne. Tu sais, le tourbillon, la descente aux enfers, le truc et tout. Et voilà, je me dois, le peu de gens qui restent autour de toi, qui t'aiment, ma mère, ma femme et tout, je me dois de relever et de pas me laisser submerger parce que je suis une locomotive de base. Donc, ça me ressemble pas de devenir le dernier wagon, tu vois. Mais il faut s'accrocher parce que des fois, tu peux. Je dis, je m'en bats les couilles que les gens ils me disent je t'aime, des likes sur Instagram ou on t'aime trop cette gecko, des fans et tout. Si ta propre famille, tu te sens pas aimé par les gens qui devraient être le plus d'amour, faut le gérer, ce truc-là. En tout cas, ça faut le gérer. En tout cas, je partage ta peine et on va parler un peu d'entrepreneuriat. Yes. Mais tu sais, moi, ce que je respecte chez toi, c'est que t'as jamais été le plus gros vendeur. Non. T'as jamais été le mec qui a le plus scoré, d'accord? Ouais, complètement. Mais à côté de ça, t'es toujours là. Et le bateau flotte toujours. Tu vois ce que je veux dire? Dès que t'es revenu en France, t'as ouvert des business.
moi, je me souviens, il y a quelques années, je crois qu'on était en 2019, tu avais ouvert un resto à... Petit Phuket. Absolument, à Ouais. Pontoise. Ouais, exactement. D'accord. Et avant, en 2017, j'avais ouvert un salon de tatouage, le Barlou Tattoo Shop. Après, du Petit Phuket, j'ai ouvert le Barlou Burger à Pontoise. Puis, j'en ai ouvert un à Marseille. Je dis, putain, mais à Marseille, mec. Pourtant, mais j'en vends pas beaucoup d'albums à Marseille. Mais ce que j'ai oublié, c'est que pendant 10 ans, je me suis occupé de tous les Marseillais. Toutes les grosses crapules, elles sont venues en Thaïlande. Et je me suis occupé d'eux dans mon bar. Et j'étais cool avec eux. Et ils me l'ont rendu quand j'ai fait le Barlou Burger à Marseille. Frère, c'est le restaurant qui marchait le mieux de mes business. Et du coup, voilà, Marseille, Lyon, après 2 dans le 9-1. Et là, on a ouvert la franchise. Je l'ai fait à travers un morceau. Pour prendre le truc en contre-pied, kiffer, le peura et tout. Et du coup, là, ça se passe bien. Après, il y a des business, t'as vu. Après, le Petit Phuket, ça a moins bien marché. On a revendu. Le tattoo shop, je l'ai fermé. Mais maintenant, je fais un peu le nomade. Je me déplace un peu partout dans les conventions de tatouage. Tu vois, je rebondis. J'ai toujours un temps d'avance. Mais ça, Et tout se fait naturellement. C'est fort parce que c'est pas l'école qui t'a appris ces codes. Non, je sais Clairement, c'est le terrain. pas. C'est le terrain. C'est les rapports humains. C'est ça. Et moi, fan de gastronomie thaïlandaise, j'ai quitté Sarcelles pour aller dans ton resto à Saint-Ouen-l'Aumône. À Pontoise, ouais, Pontoise, à Pontoise, rue de exactement. Rouen. Absolument. Pontoise, juste en face du salon de tatou, Ouais. pour être un peu plus précis. Et c'était bien parce que à cette époque-là, du moins sur le trottoir, je voyais des gens qui venaient de partout, Ouais. qui faisaient la queue pour faire des photos avec toi, etc. Et moi, c'était beau. Et tu vois, c'est un beau conseil que j'aime donner ici, à savoir aux artistes, etc. C'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et toi, clairement, t'es un peu la personnification de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et excuse-moi pour ma question à rallonge, mais d'un point de vue entrepreneurial, est-ce que c'est avantageux d'ouvrir tous ces business en France? Bah, écoute, j'ai appris l'école du business en Thaïlande. J'en ai ouvert là-bas. Je suis revenu. Normalement, c'est l'inverse. Tu ouvres des business en France, après, ça se casse un peu la gueule. Tu vois que t'es taxé, t'es URSAFé, t'es surcontrôlé et tout. Et pareil, c'est des business qui me rapportent pas des 1000 et des 100, frérot. Je suis pas dans un truc... c'est toujours bonne franquette. C'est des petits restos, des petits trucs qui tournent. Ça rapporte pas. Mais en plus, moi, ça fait vivre mon nom. Ça me fait faire rencontrer des gens. C'est ça que je kiffe, en fait. C'est la rencontre à la fin que ça m'apporte. C'est même pas des fois quand il y a un business qui marche, il y a l'autre qui marche pas. Il y a pas des revenus qui tombent de tous les restaurants. Des fois, il y en a un autre qui marche pas, l'autre il renfloue les caisses d'un autre. Et c'est pas une success story, mais c'est j'avance mes pions comme il faut. Et dès qu'il y a un truc qui tu sais, c'est la vie, c'est comme un clou de cercueil. Tu tapes sur un, ça en fait sortir un autre. Et on avance comme ça. Et voilà, je suis une personnalité une personne qu'il faut rencontrer. J'ai envie de rencontrer tout le monde. C'est ça qui est génial. Les mecs qui étaient pas venus me voir en Thaïlande, qui avaient pas pu. Et je dis, venez me voir, manger thaïlandais. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de me voir en Thaïlande, moi, je viens à vous. Ça a été ça, mon truc, de rencontrer. Parce que, justement, moi, j'ai pas misé sur le côté, je suis une star que tu peux pas avoir, pas d'accès. Mais j'avais cette capacité. Moi, j'ai toujours te vu. Fait mes preuves, mélanger, me vanner. J'ai pas peur du contact. C'est pas tous les rappeurs, les artistes qui pouvaient faire ça. Se faire trouver dans leur business disponible tous les soirs. Et c'est pas la portée de tout le monde, ça. C'est pas tout le monde qui peut supporter. C'est pas tout le monde qui a des bonnes zones d'énergie positive autour d'eux. Il y a des gens qui sont un peu jalousés. Il y a des gens qui traînent des casseroles. Il y a des gens qui se comportent pas forcément bien, qui peuvent t'en vouloir et tout. Et moi, j'ai toujours pu faire ce que je voulais en toute impunité parce que j'estime être correct et bien élevé. Et tu vois, pour rebondir, c'est au resto, j'ai vu, il y avait des Renois qui bossaient avec toi. C'était des petites, t'as cité? Ouais, des petits, même pas. Hein. C'est toute l'équipe qui est là. On a tous le même âge. Et c'est tous mes associés, ouais. C'est ça. Okay. Je pense aux Soninké, les Maliens Soninké de Sergi Pontoise, les frères, c'est avec eux que j'ai appris le Soninké. Amoro, Toromania, en Koubaréan, et mon Koubaréan, oh, Marlou. Mais ça, c'est mes refs et tout. Non, mais en tout cas, c'est très bien parce que moi, ce côté business, parce que eux, les Maliens, les Soninké, c'est les commerçants de l'Afrique, frérot. Absolument. Et eux, ils avaient ça en eux. Et c'est pareil, je parle avec un pote de chez WAM. Je dis, putain, j'ai envie d'ouvrir un Thaïlandais. Il me dit, moi aussi, j'ai envie d'ouvrir un Thaïlandais. Je dis, mais frérot, je viens de Thaïlande. Tu vas ouvrir un Thaïlandais. Et je dis, de toute façon, il n'y a pas de commerce entre mon tattoo shop et ton restaurant africain. Il me dit, ah ouais, et si je te dis qu'il y a un local entre les deux, on fait quoi? Je dis, ah, mais frère, je vais le prendre, je vais te manger. Il me dit, ouais, mais moi, c'est à moi le local. Il dit, bah, viens, on fait un Thaïlandais à deux. Je dis, allez, let's go. Paf, comme ça, le bar en Thaïlande, il s'est ouvert comme ça. Barlou Burger, mon pote, il me dit, demain, je signe une franchise avec une marque de burger. Je rendez-vous demain. J'ai rendez-vous avec eux. Avant, je fais la prière de consultation. Il fait sa prière de consultation. Le lendemain, il a rendez-vous avec les mecs. Ça se passe mal. Il dit, ouais, bah, réfléchis encore 48 heures. Il vient me voir, me dit, c'est quoi ton idée? Je dis, bah, je sais pas, moi, Barlou Burger, on met le bad cowboy au goût barbecue,
on met les frites de patates de forain. Je lui sors une déballe comme ça qui sort tout seul de mon cerveau, comme je viens de faire dans ton interview, à parler comme un fou. Il me dit, waouh, frère, il me dit, bah, viens, on le fait. Bah, vas-y, viens, on le fait. Paf, ça prend, pop, ça pop. Et c'est que comme ça, en fait, j'ai jamais rien calculé, frérot. J'ai pas fait de business plan. J'avance, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bon, en tout cas, tu retombes toujours sur tes pattes. Ouais. Et tu disais dans une précédente interview, toi, si on te donnait 5 000, t'allais revenir avec 10 000. Ouais. Si on te donnait... Et ça, clairement, c'est fort parce que c'est pas l'école Non, qui je vais t'a pas appris. ouais, non, c'est C'est pas l'école qui Non, t'a appris ces codes. Et tu continues d'avancer à chaque fois, Mais d'apprendre. j'apprends. Mais c'est très bien, tu sais. Moi, ça me fait plaisir de parler business ici, tu sais. J'hésite jamais et je loupe jamais une occasion de parler business ici parce que c'est clairement un levier qu'on aime développer et tout. Et tu sais, le 16 octobre 2019, pour être précis, il y avait un événement Reebok à Paris. J'y suis allé. Je sais. J'étais avec mon épouse là-bas. C'était, je vais dire, pour la Exactement. Club C, la basket, la Reebok blanche, classe, Club C. Frérot, je sais. Et ben voilà, tu étais là-bas. Et tu sais, moi j'étais avec mon frère et Driver. Et en fait, là-bas, tu m'avais pas fait bonne impression. Tu vas comprendre parce que moi, j'étais là, on était 3. T'as checké Driver fraternellement de l'épaule. Nous, tu nous as donné une vieille main. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, frère, le frérot, on l'écoute, on aime ce qu'il fait et la poignée de main, elle est pas franche. Mais comment puis-je savoir que je fais ça? Non, mais je vais te dire pourquoi. Moi, je vais te dire une autre analyse. Vas-y, C'est que dis-moi. t'as un coq, mais qu'il y avait 2 coqs dans la basse-cour. J'étais obligé de te montrer le power, photo. J'ai dit, lui, il est là avec des grilles, il est boucan, il est super à l'aise. Tac, moi, tac. Les hommes, ils t'es, salut. Tu vois. C'est plus une poignée de main ferme que franche. C'est de la fermeté. Mhm. Il y avait deux présidents dans la même pièce et ils serraient la main. C'est comme ça, en plus, qu'il faut le prendre. Eh ben, c'est comme ça que je le prends. Mais c'est Mais pas regarde, comme ça que je me... Et bien, il est comme ça aujourd'hui, le Tchèque. Eh ben, c'est ça qui... Merde, pardon, le micro, désolé. C'est ça qui est bien, frérot. C'est ça qui est bien, frérot. Et est-ce que tu penses qu'il y a des fois, quand on est dans le postulat de rappeur, etc., on fait des moves? Ouais, pourri, des fois. Tu vois ce Et que ça, je veux dire? En fait, je suis une personnalité publique parce que je sais pas à qui j'ai affaire et des fois, tu peux snober sans le vouloir ou une poignée de main. Toi, tu peux voir un jugement. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est horrible, hein. Mais faut pas que ça t'empêche parce que je me dis, même si le mec, tu le déçois, tant que je rappe bien, bah, je rappe bien, en fait. Même si j'ai beau être un gros connard, quand le mec, il rappe bien, il rappe bien. C'est-à-dire que on sera peut-être pas des potes à cause de ce truc-là. T'auras moins d'infect, mais le morceau, il passe. Tu vois, le bâtard, il est quand même fort. Si quand le mec est fort, tu pourras pas l'enlever. Parce qu'il y a des gens qui sont détestables à l'heure actuelle. Mais quand il rappe bien, tu te prends la baffe, tu vois, le bâtard, il me fout la haine, mais il rappe bien. C'est tout ce que je demande, moi. Moi, je suis un rappeur. Demande-moi juste de bien rapper. Me demande pas, je suis un humain. Je suis l'être humain dans toute sa contradiction. Je peux être des fois cool, pas cool, bonne vibe, tendu. Peut-être qu'il y avait ma femme qui était là, qui savait pas comment se sentir à l'aise ou pas. Je veux être là, c'est Driver, je peux pas esquiver une poignée de main chaleureuse. C'est un des premiers gars aussi que j'ai check dans le rap. Et après, je veux montrer, vas-y, je vais pas m'éterniser, je serre moi la main froidement. Voilà. Tu sais, il y a plein de paramètres que les gens ne prennent pas en compte qui peuvent faire que toi, t'as ton prisme à toi, dire, mais il m'a pas serré la main comme je voulais. Et toi, Mais en quel honneur, en fait, j'aurais pu m'éterniser en faisant, tu vois, peut-être c'était un contexte, il y avait du monde. Je sais pas, je pense que même ce soir-là, je sais pas, tu vas me dire, est-ce qu'il y avait Soso Maness ce soir-là dans cette soirée ou pas? il y avait Al Capote, en tout cas. Je sais pas croisé. Il y avait Al Capote. Ouais. Je me rappelle, il y avait Il y des avait statues. Isha. Putain. Tu vois, mais moi, c'est toute ma vie, ça, frérot. Il y a des feats qui m'ont demandé des feats, je les ai pris de haut et tout. Et après, 10 ans après, Mais- c'est moi. Mais C'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Putain. Et frérot, Mais la dernière fois, je racontais dans une émission de radio, c'est Kenji Girac, frère. Je cherche partout pour faire un feat avec lui. Le mec, je le rencontre, je lui dis, ouais, ça, ouais. Qui ce petit bonhomme et tout, là? Mais frérot, tu- ma femme me dit, c'était Kenji Girac. Je dis, mais non, mais frère, je cherche depuis 5 ans pour faire un mais feat. tu sais quoi? Excuse-moi. Et ça m'arrive avec Gims, ça, d'avoir pris de haut Muggy. Là, c'est moi qui t'ai coupé la parole et je m'excuse. Répète ce que tu viens de dire, s'il te plaît, avec Gims et avec Isha. Même Isha, je l'ai fait ça. Non. Ouais. Parce qu'on parlait d'Isha et tu m'as dit, Non, parce que je me dis, imagine Isha, je l'ai déçu. Ok. Gims aussi Non, Gims, ouais, un jour, j'ai fait, ouais, non, je sais pas c'est qui, je veux pas, ou je sais pas quoi. Et après, le mec, après, voilà. Il a le droit, je dis, mais. et en fait, c'est ce postulat. Même Caris, je crois, un jour, je lui ai fait une zefa dans un. Je dis, ouais, on se recroisera sur des grands boulevards, t'inquiète. Et après, parce que j'ai pas saisi le truc, des fois, il y a ton temps à toi, c'est ton moment. Et comme j'ai dit, un jour, il y aura un autre boulevard sur lequel on se croisera, mais c'est pas le moment là. Après, quand le mec pop, après, t'as envie de faire un feat parce que le mec rappe bien, Ouais. mais il a le droit de te dire, ah ouais, mais moi, j'ai pas aimé ce comportement. Après, tu peux pas être bien
perçu de tout le monde. Ça arrive, c'est les artistes, frère. Hein. En fait, Mais est-ce qu'il y a mais déjà, c'est fort et c'est honnête de ta part de le reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Pete Bacardi, il est venu et il a dit que lui aussi, il était dans ce postulat. C'est-à-dire, il avait son statut, il y a les petits qui venaient le gratter, Corps notamment qui venaient le solliciter. Exactement. Et il était dédaigneux, il était hautain. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas dédaigneux hautain. J'estime déjà des fois, je dis pas, je recale, mais dès que je trouve, moi, j'aime bien faire de la recherche moi-même, d'accord? Je m'intéresse au rap. Et dès que je vois un mec qui est bon, eh ben, moi, je vais vers lui, je l'invite. Toujours, je fais comme ça. J'aime pas quand on vient me solliciter, moi. Ça, j'arrive pas, je peux dire, non, ça m'intéresse pas. J'aime bien choisir moi et avoir le luxe parce que j'aime pas être positionné comme un juge et la personne attend une réponse, ça peut la foudroyer. Donc, déjà, d'entrée de jeu, je dis, c'est moi, j'aime bien trouver, moi, les artistes de moi-même et c'est moi qui vais vers eux. Dès que je trouve un mec jeune, fort, pas connu, mais qui rappe bien, j'aime bien, je veux rapper avec lui. Et ça se voit. J'ai fait le challenge Titi parisien. Il vient d'avoir 30 remixes. Et chaque fois, les mecs, ils ont compris s'ils s'adressent à moi, ils proposent des trucs. Aujourd'hui, on a posté Nasme, je crois. Il y en a des connus, des moins connus, des gens qu'on pop ou pas. Et j'ai bien mal à 45 ans de dire le mot pop. Putain, j'ai mal. Pop, parce que je suis populace. Je te dis des fois, tu sais, c'est Coluche qui disait, tu peux faire des photos et après, à la 999e, celle où tu envoies chier le mec, mais pour lui, c'est sa première photo de la journée. Et tu dois d'être... en fait, quand t'es public, t'appartiens aux gens. Et moi, j'aime pas cette idée d'appartenir aux gens. Parce que j'estime que si j'ai de la musique et ça marche pour moi un petit peu, tu vois, c'est par rapport à la qualité de la musique que je propose et pas à l'audimat. Je vis pas grâce à l'audimat. En soi, j'ai la conscience de me dire, je vis par rapport à ce que je crée, de jamais vu, jamais entendu, de créer de l'art, en fait. Je veux pas remercier, je me dois de lui faire un bon serrage de main, on sait jamais, tu vois, voilà, j'étais en mode, j'ai fait ma tête de con, je devais passer un mauvais truc, mais je me dois pas d'être le béni oui comme ça dès que je sors en public parce que se donner cette bonne impression là, je préfère que tu me vois comme un connard et quand tu me rencontres tu m'apprécies que tu me vois comme un mec tout souriant et que je suis une grosse merde, tu vois ce que je veux dire? Je préfère moi c'est des fois ça peut être comme ça peut être dur d'entrée de jeu parce que je sais que je suis gentil. Quand tu vas briser la glace, tu vas te dire putain c'est tout mou ce qu'il y a dedans, c'est une protection, c'était qu'une armure, mec. En tout cas, reproche pas comme on reprocherait pas un clochard de puer, c'est des manières d'être coupé du monde. Oui, mais moi, je sens bon. Je suis un clochard qui sent bon. Je suis un cabochard. Mais là, par exemple, est-ce que tu as en tête d'autres business? Parce que tout à l'heure, j'en ai 1000 dans ma tête, mais on verra. Là, tout à l'heure, tu disais que tu allais ouvrir des business à Caen. Là, on attend, parce que là, on visite les locales, même à Bordeaux, on voit après, ça peut... On a reçu les dossiers de candidature de franchise. Ouais. On va visiter. Les lieux sont potentiellement exploitables. Si le franchise est sérieux, s'il n'a pas de casserole, de trucs et tout. Mais normalement, ouais, c'est cool. Ça tue, parce que comme ça, je serai tout le temps à Rouen et je vais checker les mecs de Elbeuf, poteau. Tu vois, je suis sûr qu'on va d'être avec eux parce qu'ils m'aiment bien les Rouennais. Mais ils viennent beaucoup me voir. Et je suis souvent en concert là-bas. J'aime beaucoup ce coin-là. La Normandie, ils m'aiment bien les Vikings, mon frère. Tu sais que tu me fais penser à un mec que j'aime beaucoup. Et c'est Gizo et Boracci. Et tu ressembles, vous êtes de la même trempe. Il est venu la dernière fois. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça fait plaisir. C'est un vrai OG, c'est les mêmes en fait. Et on aurait été dans le même collège, on aurait été ensemble. C'est clair. En tout cas, on parle avec le cœur et je salue ta franchise, mon frérot. Ton humilité. On est dans un discours entre frères. On se dit les choses quand ça va pas. Voilà, en tout cas, c'est toujours avec le cœur. Sincèrement. J'ai pas envie de me dire, je dois faire attention à mes excès et tout. Je suis un humain. Dès que je suis libéré dans la rue, je suis comme tous les autres. Des fois, je peux faire un truc de con et tout. Après, tant que la musique est bonne, j'ai envie de te dire, c'est sur ça que tu dois me juger, pas sur mon comportement. Parce que je suis pas je suis pas un people non plus. Bien qu'aujourd'hui, je suis attiré par des petits trucs de cinéma, mais on m'appelle pour faire peur, pas pour le côté sympathique, justement. Mais tu vois, la transition toute trouvée, c'est que t'as toujours des refs dans le cinéma, toujours des trucs, etc. Mais comment t'expliques qu'il n'y ait pas beaucoup de films sur ta table? Et qu'il n'y ait pas beaucoup de propositions de films, sur ta table? Mais parce que les réals et les producteurs de films ont bien raison. Parce que je ne suis pas un acteur. J'ai pas fait le cours Florent, j'ai pas fait des cours de théâtre. Parce que tous les rappeurs, pour moi, excuse-moi, qui font des trucs de films, c'est pas au niveau, c'est un métier, acteur. Et on n'y arrive pas forcément. Donc moi, tu me donnes le rôle d'un méchant qui a pas beaucoup qui a 2-3 punchlines à dire en rôle de méchant, mais voilà, c'est pas tous les films où tu veux un méchant avec une tête tatouée ou un mec. Moi, on va me mettre quoi comme scène? Qu'est-ce qu'on peut m'offrir? Tu fais une film avec un camp de gitans, on va me mettre, alors que je ressemble pas, je suis pas forcément l'archétype du gitan. Tu vas mettre un film dans une prison, je peux ressembler à un tolard, mais je vais avoir quoi comme ça peut pas être des grands rôles en fait, tu vois. Moi, je suis pas d'accord avec toi.
Je me suis mis, oui, je pourrais être l'infirmier super sympa ou le prof, tu sais, super cool avec les enfants, avec une dégaine de Barlou, bien sûr. Mais ça viendra, chaque chose en son temps. Et c'est à moi d'apprendre ce métier-là, parce que c'est un métier. Et comme moi, j'aime pas quand il y a des acteurs qui rigoleraient à vouloir faire les rappeurs. J'aime pas quand il y a des comiques qui veulent faire les rappeurs. C'est pas votre métier. Chacun son métier, en fait. Chacun sa place. Moi, je suis pas un acteur. Je suis bon devant la caméra, je la regarde, je la mange. Le cinéma, c'est pas pareil. C'est oublier qu'il y a une caméra et jouer. Ouais. Ça s'apprend. Et tu peux être vite ridicule. Donc, j'ai fait quelques petites apparitions. Je me regarde, je prends sur moi. Et ma femme, par exemple, qui est là pour me pousser vers le haut et m'élever, me dit, va prendre des cours. Parce qu'il y a que comme ça que tu auras des vrais plans cinéma. Sinon, tu seras tout le temps bridé à faire du guest ou à être la caricature de toi-même. Ce qui me dérange pas, parce que c'est ça en soi que j'aime bien faire. Mais j'inspire pas à faire de grands rôles. Un jour, un Karim me mettra dans un rôle pour faire le méchant. C'est juste ça qui m'intéresse. Un boss de fin avec une réplique. Je vais te casser les œufs. Voilà. Comme dans Last Action Hero. En tout cas, il faut pas te brider. Non, parce que moi, mais clairement, je pense que... C'est un métier, c'est un métier. Je pense que... Je veux pas... Tu sais, moi, chacun à sa place et voilà, moi, je me sens pas super prêt. Ça peut me faire peur. Tu vois? Je conscientise de me dire, ouais, mais moi, waouh, tu sais, je peux me caguer, en fait. Tu me donnes un freestyle, un micro, tout kické, je sais faire, c'est à moi, c'est mon truc. Je vais la prendre la place de personne. Il y a des acteurs qui sont là et je préfère même des fois dans un film, ils vont mettre des faux tatouages à un mec, mais il joue bien la comédie. Ça s'apprend. C'est un autre style de comédie que font les rappeurs. C'est pas la même que celle du cinéma. Ils font leur cinéma, ils font de la comédie, mais c'est pas la même. En tout cas, il fallait que je te lance dessus parce que pour moi, C'est t'as gentil. clairement un rôle à jouer. Mais moi, je me vois plus comme pas un troubadour, j'ai envie de te dire un divertisseur. Je suis plus un animateur, moi. Je suis plus dans le contact, en fait, tu vois. Et niveau musique, un peu, on va revenir un peu là-dessus. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui te font kiffer en ce moment? Bah ouais, là, je suis dans l'éclat de Titi Parisien de fermer l'arc. 25 ans après, j'ai mon premier disque d'or. Bon, le morceau, il a 10 ans. Mais la carrière, là, a 25. Et après, avec le temps, avec le public que j'ai, forcément, il y en a qui vont tomber les uns après les autres. Parce que c'est comme je dis, c'est pas une musique qui se stream. C'est pas des morceaux avec des refrains. C'est du Peura, en fait. Et le Peura, en tant que tel que je fais, que je propose, et la véracité de mes propos, c'est pas de la musique actuelle. Ça reste du boom bap. C'est très New York shit. Et je mets pas en même temps, moi, tous les trucs pour faire des top scores. Je suis pas un top scoreur. Parce que je mets pas tout pour le faire. Et ça m'intéresse pas. Je fais la musique par passion et je refais le rap que j'ai aimé, que j'aurais aimé entendre et de le proposer à ma manière. Mais voilà, moi, je fais du rap pour kiff. Et oui, attendez-vous à me réentendre, mais voilà, avec des gros trucs super fat. Mais là, je m'éclipe. Là, je refais une version. J'ai fait Titi Parisien. Tout seul. J'ai fait le remix avec Oxmo et Nekfeu, qui viennent faire disque d'or. Pour remercier les gens, je fais un Titi Parisien 2, avec plein de petits jeunes et les mecs avec qui j'ai pas fait des feats. Et je me dis, vas-y, c'est dommage, j'aurais bien aimé, je les réunis, on fait un bon track. Ils viennent faire son million. Et je dis là, faut peut-être faire le Titi Parisien 2, prolongation. Remix OG, Deluxe, version prestige. Oh, lourd. Et là, je me dis, je vais déterrer tous les mecs que j'aime bien, du rappeur parisien, que j'ai aimé et tout, et de faire un casting déterré. Je dis ça, c'est horrible. Mais moi, je me déterre avec. On a une horde de zombies lyricistes pour faire un gros track qui arrive bientôt, là, aussi. Pareil. Mais que des OG, pour ceux qui aiment bien le rap, que j'ai cité dans... Là, on a cité des noms, beaucoup de noms aujourd'hui. Ils sont tous sur le track. Sérieux? Ouais. Tous réunis. On est 11 et des grosses plumes. J'ai hâte d'entendre tout ça, en tout cas, sincèrement. Je les ai tous cités. Et le seul que j'ai cité qui ne rappe plus trop, c'était Salif, entre autres. Mais les restes, ils sont tous sur le track. Et t'en as cité toi. Et j'en ai cité moi. Tu reprends tout, refaites l'émission, il a mis ça. Barlou, c'est ça qui me kiffe, moi. Appelez, fais-moi un 8, fais-moi un 12, venez, on kick les copains, vas-y, frérot. En tout cas, ça. L'argent, on le fera, on ira le chercher. Les feuilles, on ira les chercher dans les arbres et le rap, c'est que du divertissement et du kiff et transmettre. Et si tu rappes aujourd'hui grâce à un rappeur, tu dois pas de leur refuser son feat. Je dis ça parce qu'il y en a plein qui ont rappé de mon école et qui ont refusé des feats. Ah ouais? Oh, fuck! Fuck you, pay me! Rendez-moi ce que vous m'avez pris. Moi, j'ai rendu ça, ce que j'ai pris aux autres, moi. On enfoiré, là. Non, c'est bon. Non, c'est cool. Je te le dis, non, mais c'est souriant, je galerie. Les gens, personne me doit rien. Hein. Moi, je dois, mais pas les autres. En tout cas, frérot, clairement, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, clairement. C'était Les Montagnes Russes, frère. C'était mon album qu'elle devait s'appeler comme ça. Du haut, du bas. Les Montagnes Russes, ça passe du chaud au froid. C'est la douche écossaise, c'est Barlou. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas,
la leçon que tu nous envoies, c'est que Croyez en vous. Même si les gens ne croient pas en vous, allez jusqu'au bout de votre truc. Et je crois à la théorie des 10 000 heures. Quand tu te mets 10 000 heures sur un truc, tu peux être que bon. Et allez vers où ça vous attire et vous avez de l'aisance. Et même si on ne croit pas en vous, vous croyez en vous et il n'y a pas une meilleure force que croire en soi. Et réveille-toi, tête haute chaque matin. La place que tu laisses, il y en a un autre qui va te la prendre. Il sera peut-être moins bon que toi, mais avec la persévérance, il va te voler ta place. Prends-la, prends ce qui t'est dû, et tout est dû, et arrache tout, mon gars. et la régularité aussi. Régularité, constance, pas lâcher. Je dis, c'est la théorie des 10 000 heures. Tu t'entraînes 10 000 heures à la boxe, crois-moi que sur un ring, tu peux être un putain de boxeur. 10 000 heures dans la tête, dans une voiture, dans le moteur d'une voiture, tu peux être qu'un bon mécano. Dès que tu passes du temps, déjà, il n'y a rien. Faut connaître ton truc. Il faut pas espérer devenir rappeur sans avoir pratiqué 10 heures de cave, d'écriture ou de studio pour ceux qui ont le luxe d'écrire dans des beaux endroits, dans l'allégresse. Écrivez la théorie des 10 000 heures, les gars, lâchez pas. 10 000 heures dans une discipline, t'es obligé de sortir fort. Il n'y a pas que du talent, il y a la discipline. Exactement, ce sera le mot de la fin. En tout cas, au nom de toute l'équipe de We Hustle. Le mot de la fin, Ouais. j'ai faim. Barlou Burger, c'est le mot de la fin. Yeah, We Hustle. We Hustle. Merci à toi, sincèrement. Et là, je parle vraiment au nom de toute l'équipe de We Hustle pour ta générosité, pour cette transmission, pour ce partage. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous donnes les clés. T'es là, tu fais. T'es encore sur le terrain. T'aurais pu les conserver pour toi, ces conseils. Non. Mais non, t'es là. Faut donner, on est dans faites. un truc exact. Parce qu'il y a des gens, même quand tu leur donnes, j'ai vu, moi, tu peux donner des conseils à des gens tant qu'ils vont pas se brûler. Et ils s'en foutent d'entendre ce que tu leur dis. Des fois, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Des fois, les gens doivent se faire, jeunesse doit se faire. Et voilà. Eh ben, merci. J'aurais jamais à toi. cru revenir vers mon père et lui dire je t'aime. Comment c'était parti, comme quoi, tu vois, les hommes changent. Voilà. Et bien, vos parents, c'est important. Ce sera le mot de la fin. Yes. Merci à toi, mon ref. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec l'homme que l'on nomme Zdererex Barlou. For We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace! Yeah. We hustle, baby.